D'autres personnes tranquillement. On a beaucoup de gens qui font de la réécoute aussi sur Internet. Oui, Donc, c'est ça qu'on avait assumé là, que on parle pour les gens qui sont là ce soir, mais on parle aussi pour les gens qui vont oui, se connecter par après. oui, puis il y a beaucoup de monde, c'est ça qu'ils disent des fois le soir. Ben, tout dépendant, on essaie de jour, de soir, ça, c'est pas toujours on a choisi cette heure-là, mais on sait que des fois les gens sont pris à coucher les gens et tout, mais en réécoute, là, c'est pour ça qu'on les permet, l'enregistrement. Fait que, ben, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là ce soir. Alors, ben justement, j'ai mis notre fiche, vous voyez le partage de tout le monde. Portez fièrement votre chandail. C'est ce qu'on a là, plusieurs ce soir, notre chandail RET pour le mois. C'est de se montrer depuis tantôt. Donc, ben c'est ça, c'est le mois hein, du syndrome de Rett, donc la sensi- sensibilisation pour le syndrome de Rett. Fait qu'on en fait la promotion, on en a donné un peu partout, donc pour faire connaître le syndrome de Rett, puis sensibiliser les gens là, face à cette maladie-là. Fait qu'on voulait bien le présenter. Puis on est content aussi de vous recevoir aujourd'hui pour notre conférence justement en ce mois d'octobre. Fait que c'est très plaisant de vous avoir avec nous. Donc, ben c'est ça, notre conférence ce soir. Hein, on sait, on essaie de rejoindre nos familles. On a commencé, nous, l'année passée. On avait fait un sondage auprès des familles, des sujets qui pouvaient intéresser les gens. Et puis, la communication était l'un des sujets qui était très, très apprécié, qui était signalé être beaucoup avait un intérêt fort là, sur ce sujet-là. Donc, on est content ce soir de vous avoir parmi nous, d'avoir trois spécialistes. Donc, c'est ça. L'association, depuis l'année passée, a fait plusieurs conférences. Ils sont disponibles sur notre site Internet, sur notre page aussi Facebook. Fait que je vous invite à aller les réécouter et de les partager surtout aussi avec les gens que vous connaissez. C'est des beaux sujets. On a vraiment eu des gens d'exception, Dr. Rossignol, des neurologues aussi, des orthos, aujourd'hui orthophonistes, mais on a eu plusieurs là, personnes, oui, une généticienne, fait que vraiment des gens, une notaire aussi, au côté légal, des gens aussi au niveau placement pour nous donner des conseils financiers. Fait que vraiment, on a essayé d'aller chercher une diversification là, au niveau de nos sujets. Fait qu'on est très content de ça, l'association pour être présent envers les familles. Justement, parlons de l'association. Alors, moi, je suis votre hôte. Mon nom, c'est Caroline Pelletier. Donc, je suis une des administratrices, mais j'ai également comme collègue François Dumoulin qui est avec nous, qui est très actif également, Martine Barrière et Sainte-Soleil Vicente Ayuso. Est-ce que je ne sais pas si je le prononce toujours bien? Donc, voilà, fait qu'on est les quatre ensemble qui s'occupons de l'administration. Puis on a aussi des gens intéressés là, qui nous ont signalé. Donc, on va commencer à rentrer là, des nouvelles personnes avec nous aussi. Donc, ce soir, notre beau sujet, la communication, hein, c'est comment accompagner des personnes vivant avec le syndrome de Rett. Fait qu'on a trois beaux invités, trois orthophonistes de qualité qui font ça tous les jours, accompagner les gens. Donc, on va avoir la chance de vous entendre. On a Madame Laurence Rockwell, enchantée. Oui, Madame Rose-Hélène Sigouin. On a bonjour. également Mélanie Arlot. Donc, Bonjour. bienvenue avec nous ce soir. Je vais vous donner quelques petites indications pour la conférence. Donc, on va fermer les micros de tout le monde pour pas que tout le monde puisse parler, pour pas déranger aussi nos conférencières. Mais ça va vous permettre, à la fin, on va, comme d'habitude, mettre notre chat qui va être disponible. Vous allez entrer vos questions. On pourra peut-être même débloquer les micros à ce moment-là, mais on va laisser nos conférencières vraiment, pendant la rencontre, parler. Des fois, je pense qu'ils ont des questions, ils vont nous les poser à mesure. Mais bref, fait que le but, ça va être vraiment de garder les questions à la fin. Fait que je vais vous inviter à compléter le chat. Très important aussi, comme je vous ai dit, la conférence, elle est enregistrée, donc vous allez pouvoir la réécouter, bien évidemment. Fait que s'il y a des choses que vous avez manquées, il n'y aura pas de problème, ça va être disponible.
Et aussi, je tenais vraiment, pour terminer avant de présenter plus particulièrement nos trois invités, à remercier notre commanditaire. C'est grâce à eux qu'on peut faire ce genre d'activité-là. Et je parle de la compagnie pharmaceutique Acadia. Donc, on les remercie. C'est eux qui nous encouragent là-dedans. Puis, on est très heureux là, qu'ils aient cru en nous là, pour nous inciter à faire ces belles conférences-là. Donc, voilà. Pour la suite, ben, je vous présente nos trois. Ben, non, je vais détailler, excusez-moi, les sujets qu'on va parler. Donc, avec nos trois conférencières, les sujets qu'on va discuter, ça va être services disponibles et types d'aide à la communication pour les personnes touchées du syndrome de Rett, le low-tech et le high-tech, la valorisation du potentiel de chaque personne et on va même avoir des témoignages de parents. Donc, ça va être vraiment intéressant de les entendre. Si on va plus en détail avec nos conférencières, donc je commence avec Mme Laurence Rockwell. Elle est diplômée à la maîtrise en orthophonie en 2024. Elle a pratiqué au CHU Sainte-Justine et vu que vous êtes trois, je vais couper, mais je vous ai mis tous les détails aussi, puis j'en ai coupé, mais vraiment, c'est des gens spécialisés avec beaucoup d'expérience, puis on voit une belle volonté aussi que Mme Rockwell avait là, dans la communication accessible pour tous. Je pense que c'était une chose là, que vous aviez beaucoup à cœur, fait que je l'ai souligné. Également, Mme Rose-Hélène Sigouin, elle aussi diplômée à l'Université de Montréal en 2008. Elle a plusieurs expériences aussi au niveau du sourdité en milieu scolaire, CLSC, pratique privée, intervention auprès de patients avec atteinte neurologique, également de l'équipe SACOE. Elle est orthophoniste aussi au Centre de réadaptation Marie-Enfant, au CHU Sainte-Justine aussi, donc une collègue, j'imagine, à Mme Rockwell. Donc, plusieurs endroits aussi, puis très impliqués également. On a Mme Mélanie Arlot, diplômée de l'Université libre de Bruxelles en Belgique, donc nous vient de l'Europe. Donc, expérience aussi au centre de réadaptation, dans les CLSC, dans la pratique privée également, intervention dans les écoles, fait beaucoup de bénévolat, orthophoniste du monde, orthophoniste depuis 6 ans aussi au CHU Sainte-Justine, donc une troisième collègue ici qu'on a, et Sakawe, donc, plusieurs places là, où vous avez été très impliqués. Donc, c'est nos trois personnes. On va fonctionner ce soir différemment un petit peu. On va y aller avec un peu une table ronde. Donc, ils vont discuter les trois ensemble pour nous parler vraiment sur la communication. Fait que sur ça, je vous laisse avec nos invités. Mesdames, vous pouvez, je vais refermer ma présentation. Vous allez pouvoir partager. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Moi, c'est Rose-Hélène Sigouin. Merci à San Céleste, la maman de Sophia, qui a initié là, un peu l'idée pour cette conférence, qui nous a sollicité. Puis, c'est avec plaisir là, qu'on en fait partie. C'est le fun de voir les gens qui sont là, puis on pense que ça va être bien utile aussi pour les familles qui vont se connecter par la suite là, pour aller chercher l'information. C'était ça le but, là, dans le fond, c'est de rendre des informations disponibles aux familles là, en tout temps par rapport à la communication. Donc, le plan un petit peu, vous avez eu un aperçu tout à l'heure, là, mais on va parler de qu'est-ce qui se fait à SACOE, qu'est-ce qui se fait à SACOE et qu'est-ce qui se fait à la clinique RET. Nouvellement, on s'implique à la clinique RET en orthophonie à Sainte-Justine, donc on va vous parler de ça un petit peu. On va parler de la communication dans le contexte du syndrome de Rett, donc comment la communication évolue. On va parler de suppléance à la communication. On va parler du parcours de soins que les petites filles vont avoir là, au fil du temps. On va vous mentionner les bonnes pratiques. On va parler de soutien, de ressources, des choses, des liens que vous n'auriez pas déjà. Puis, les familles aussi vont partager certaines expériences, témoignages, entre autres le Centre Solès, puis aussi la maman d'Émilie, dont on va nous parler un petit peu plus tard. Et on va avoir des questions aussi au fur et à mesure. Donc, on utilise une application qui s'appelle WooClap. Vous allez pouvoir écrire des réponses au fur et à mesure de la conférence quand on pose des questions. Et si vous avez des questions, comme disait Caroline tout à l'heure, vous allez pouvoir les écrire dans le chat, puis on va y répondre quand c'est possible à certains moments de la rencontre. Puis, la première partie se veut un petit peu plus
pas théorique, mais avec quand même un peu d'informations à vous donner. Puis par la suite, on veut aller vraiment vers vous là, avec des échanges, puis en commençant par les témoignages, mais ensuite, on espère avoir assez de temps là, pour que d'autres familles puissent partager un petit peu leur vécu aussi, là, si elles le souhaitent. Donc, sans plus tarder. Bonjour, je vais continuer. Donc, juste une petite présentation du programme SACOE. SACOE, c'est un programme qui existe depuis une trentaine d'années déjà à Marie-Enfant, qui est le programme de suppléance à la communication orale et écrite. Donc, dans l'équipe, on est 2 orthophonistes, 2 ergothérapeutes. On a vraiment plusieurs mandats, mais notre mandat client est un mandat de programme surspécialisé et suprarégional, donc en suppléance à la communication. Donc, notre but derrière tout ça, c'est vraiment d'accompagner les équipes, les familles pour optimiser un petit peu le potentiel des enfants en travaillant très étroitement avec les habitudes de vie de chacun parce que chaque enfant vit dans un contexte différent, dans une famille différente, une école différente. Donc, notre but, c'est vraiment de se coller à la réalité de chacun pour optimiser à chaque fois le potentiel en lien avec la communication et la suppléance à la communication. Donc, en soi, on est un programme multi-clientèle. On n'a pas de diagnostic précis qu'on peut accueillir dans la mesure où il y a un besoin en suppléance à la communication. La seule petite particularité peut-être, c'est que faut que l'enfant ait une équipe traitante autour de lui, donc une orthophoniste, une ergothérapeute ou une enseignante, une éducatrice. C'est ces personnes-là qui peuvent faire les références au programme, étant donné que c'est un programme qui est surspécialisé et suprarégional par contre, donc ça ne s'adresse pas juste à Montréal. Une équipe d'une autre région peut également faire appel à nos services. On a aussi un autre mandat qui est de faire de la formation puis offrir du soutien aux orthophonistes directement à ce niveau-là. Oui, alors je poursuis pour au niveau de la clinique RET du CHU Sainte-Justine. Donc, voilà, la clinique RET du CHU Sainte-Justine, elle existe depuis un bon moment, mais les orthophonistes, on s'est ajouté à la clinique depuis le printemps dernier. Donc, on a un mandat qui est encore, comment dire, en découverte, mais on le précise de plus en plus. Puis au fil de rencontrer les parents et tout, on sait aussi un petit peu plus c'est quoi vos besoins. Donc, la clinique RET, comment on fait nos services? En fait, c'est un suivi ponctuel. Donc, c'est dans la clinique multi qu'on rencontre les familles. Alors, vous vous présentez, vous êtes habituellement dans une salle, puis les partenaires, les professionnels se promènent de salle en salle, puis viennent vous rencontrer. Donc, on travaille beaucoup avec Dr Rossignol, la neurologue, Dr Bellumeur, une pédiatre plus spécialisée au niveau du sommeil, Dr Dupinska, qui est une physiatre, et Dr Allos également. Puis Judith Laforêt, qui est l'infirmière coordonnatrice avec qui vous communiquez beaucoup aussi dans le cadre de cette clinique-là. Donc voilà, nous, on s'est inscrits dans cette clinique pour venir vous rencontrer dans les suivis ponctuels, puis au besoin. En fait, on fait aussi le pont avec le réseau. Donc, si jamais il y a des recommandations qu'on veut faire au milieu de garde, il y a des recommandations qu'on veut faire à l'école, ça peut passer par nous. Puis c'est aussi là, notre rôle de recueillir un peu vos témoignages, puis les obstacles que vous avez au niveau de la communication, c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous aider à ce que vous ayez plus accès à cette communication-là ou que vous ayez plus d'idées sur comment la stimuler. Puis également, bien, on a aussi accès à des ressources pour faire des essais ici ou là au CHU Sainte-Justine de communication le plus high-tech ou technologique qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, c'est un peu ça notre clinique. Donc, la communication dans le contexte du syndrome de Rett. Alors, le premier sondage qui vous est destiné, je ne sais pas si vous avez votre cellulaire qui est proche ou un autre appareil, un iPad peut-être, qui peut venir scanner le code QR. Si jamais ce n'est pas possible, vous pouvez cliquer sur le lien également, normalement, Ouais, qui apparaît. Je vais aller le mettre dans le chat. Je vais aller le mettre dans le chat pour que ce soit peut-être plus facile pour vous d'aller cliquer. Voilà. Donc, on veut savoir comment vous communiquez avec votre enfant. Laurence, je vais arrêter mon partage pour que tu puisses partager. Oui, c'est bon. Il y a des petites réponses.
Vous pouvez mettre plusieurs réponses. Oui, évidemment. Évidemment. On a déjà 2. Super. Oh, ça s'en vient. La tablette, les mouvements, les choix, le visage, les demandes, la parole qui peut rester. C'est un super nuage. On va attendre encore un petit peu. Le sourire, très bien. Les pictogrammes, le corps. Eh oui. Alors, on peut communiquer de plusieurs façons. Puis, je pense que vous faites un beau portrait ici de toutes les options qui s'offrent à nous pour communiquer avec notre enfant, puis comment votre enfant communique avec vous aussi. Les pictogrammes, ça semble être populaire. Les plus gros, c'est ceux qui sont les plus populaires habituellement quand ça augmente de taille. Les Toby. Les choix, super. Excellent. Alors voilà, ça démontre bien qu'on peut communiquer avec son enfant de tout plein de façons différentes. Que la communication n'est pas juste réservée à la parole verbale. Excellent. Alors, j'arrête ce partage-là. Puis, je vous propose une autre question que Mélanie, peut-être tu peux aller mettre à l'écran. Je vais aller remettre le lien dans le chat. Alors, La oui, la Ouais, deuxième. je vais quitter, c'est ça, je vais quitter. La deuxième question, juste pour l'énoncer avant que je quitte, c'est pourquoi vous communiquez avec votre enfant? Je l'ai rajouté dans le chat au besoin. J'ai les résultats. Peux-tu nous partager ton écran, Laurence? Ouais, ça bug un petit peu. Oh, Je suis pas d'accord. Ça se fera pas long. Annuler, je vais recommencer. Voilà. Pourquoi on communique avec son enfant? J'ai plein de bonnes réponses. To make her happy, to understand her, connaître ses souhaits, pour ses préférences, pour des idées. L'autodétermination, super. Connaître ses besoins, pour des choix, pour réagir, savoir ce qu'elle veut, pour la connaître. Excellent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut vouloir connaître sur notre enfant en communiquant. Attends encore un petit peu. Know her dreams. Diminuer l'anxiété, c'est vrai. On peut communiquer. Super. J'arrête le partage. Mélanie, Ouais. tu veux recommencer le tien de ton côté? Oui. Alors, pourquoi on communique? On communique pour tout plein de raisons. Hein, pour faire des choix, pour faire des demandes, pour exprimer nos émotions, pour dire ce qu'on a envie de faire, pour réfléchir, pour demander des choses, questionner, apprendre à connaître l'autre. Donc, il y a plein, plein, plein de raisons pourquoi on communique. Puis, même nos fillettes avec le syndrome de Rett ont plein de choses à nous dire, ont des moyens différents pour le faire, mais peuvent tout autant nous dire des choses. Merci. Puis j'ajouterais que c'est important des fois de se le rappeler parce qu'on le sait, mais des fois on l'oublie, puis on va être beaucoup dans les questions ou dans les choix, ce genre de choses. Mais
important de se rappeler ce petit nuage qu'on a fait ensemble avec plein d'idées, plein de choses qu'on peut faire au niveau de la communication. La prochaine diapo. On va rentrer un petit peu dans le développement de la communication chez les enfants avec le syndrome de Rett, donc un peu plus spécifique, tout en restant quand même dans des choses euh, connues pour certains, mais c'est un trouble neurodéveloppemental avec une perturbation sévère de la communication, hein. C'est quelque chose qui est toujours observé chez les enfants Rett. Il y a toujours un développement précoce de la communication qui est le plus souvent décrit comme normal, typique, donc des bébés, des enfants qui se développent à peu près normalement. Et puis, on arrive à une phase de régression où là, on va avoir une perte du langage qui peut être totale ou partielle. Donc, certains vont garder encore des mots qui vont être prononcés, des fois des petites phrases, hein, en fonction du type aussi d'atteinte. Mais il y a toujours une régression qui va être observée. On trouvait important de rappeler, on parle d'une régression, mais on ne parle pas par contre d'un arrêt du développement de la communication. Oui, il va y avoir vraiment une perte de certains acquis. Par contre, les personnes atteintes du syndrome de Rett vont toujours continuer à développer leur langage, leur communication tout au long de leur vie. Donc, important de continuer justement toute cette stimulation et tout ce beau travail qui est fait en lien avec la communication à ce niveau-là. Donc, la plupart ne vont pas parler, certaines toutefois vont maintenir quand même des mots, des petites phrases, donc important à garder en tête aussi. Et le regard, hein, dans la littérature est vraiment décrit comme étant la modalité de communication la plus fréquente. Donc, c'est pas pour rien que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, qu'on travaille, oui, avec des appareils plus sophistiqués de contrôle oculaire, mais qu'on travaille aussi au quotidien. Donc, regarder un objet, regarder la personne à qui on parle, faire des choix avec notre regard, etc. C'est vraiment un moyen de communication qui est toujours décrit comme très fort chez les petites fillerettes. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a des vocalisations, il y a des sourires, il y a des gestes qui peuvent rester. Le mouvement du corps peut parler également énormément. Donc, toutes des choses à garder en tête et à utiliser. On n'a pas un moyen de communiquer nécessairement. On va en avoir plusieurs. Oui, le regard dans certaines situations, mais ça peut être un geste, un mouvement du corps dans une autre, un son, un pleur typique qui va être reconnu pour signifier certains messages, etc. Donc, important d'avoir en tête qu'il y a plein de moyens de communiquer, en fait, et que vos enfants, vos filles ont également tous ces moyens également disponibles. Ce qui est décrit aussi dans la littérature et ce qui est observé, c'est que la compréhension, donc ce qu'on appelle le volet plus réceptif du langage, est bien souvent bien supérieur en fait à l'expression. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de se rendre compte que c'est pas parce que l'enfant parle pas qu'il comprend pas. Euh, beaucoup de choses qui sont comprises par ces enfants-là, par ces filles, qu'elles ne peuvent pas exprimer. Donc, c'est très important de ne pas présupposer des compétences, hein, comme on dit, des enfants, de ne pas imaginer que, bon, ils vont pas comprendre, s'ils répondent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris la question ou peu importe, parce que la compréhension est très souvent décrite comme quelque chose de bien supérieur. Puis quand on arrive justement à développer une communication alternative avec d'autres moyens, mais c'est là qu'on va davantage réaliser toutes les compétences que vont avoir ces petites filles. À garder en tête aussi que chaque enfant, chaque personne, puis c'est vrai dans la société en général, mais c'est encore plus vrai avec des enfants avec des défis, des difficultés. Chaque enfant est différent, chaque enfant va évoluer à son rythme de différentes façons, puis il peut y avoir plein de facteurs qui vont venir influencer cette évolution. Des facteurs personnels à la personne, mais aussi plein de facteurs externes qui sont plus difficiles à contrôler, hein. Si l'enfant fait de l'épilepsie, si l'enfant a des difficultés de sommeil, des difficultés d'audition, de vision, des douleurs, etc. Mais tout ça peut avoir un impact très important aussi sur le développement du langage. Donc, c'est tous des paramètres à prendre en considération également. Des facteurs externes aussi qui vont venir de l'environnement. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui ont un impact sur l'apprentissage de la communication. Puis ça peut être lié à un certain moment où là, c'est plus difficile parce que le sommeil est difficile. Puis oups, 2 mois après, 1 an après, ben là, le sommeil va mieux. Puis tout d'un coup, on voit une explosion au niveau de la communication. Donc, c'est pas quelque chose qui est fixé dans le temps. C'est vraiment évolutif en fonction de chacun et de chaque développement.
Un des obstacles principaux au niveau de la communication, c'est sûr que c'est le trouble moteur, hein, l'apraxie de ces fillettes-là, autant au niveau des mains, mais cette apraxie, elle est aussi au niveau du regard, de la parole, etc. Donc, l'apraxie, c'est vraiment une difficulté à effectuer des actions motrices en réponse à une demande. Donc, c'est des petites filles qui n'arrivent pas à contrôler leur corps de façon à produire une réponse attendue. Encore là, c'est ce qui rend la chose plus difficile parce que ça ne veut pas dire que dans leur tête, la réponse n'est pas là, qu'elles n'ont pas l'idée de ce qu'elles veulent dire. C'est la production de cette réponse, qu'elle soit verbale ou même avec le regard. Hein. L'apraxie, elle est aussi au niveau du regard. Donc, si je pose une question, puis que je m'attends à ce que l'enfant regarde la bonne réponse, mais c'est là où ça va être difficile. Par contre, ça se peut que dans un autre contexte où je ne pose pas de questions, justement, ben là, elle soit tout à fait en mesure d'aller regarder ce que je veux, ce que j'attends comme réponse ou ce dont on est en train de parler. C'est vraiment la réponse à une demande qui est très difficile au niveau de la programmation motrice de ce mouvement. Donc, comme je disais, ça s'applique à tous les mouvements, y compris ceux des yeux. Donc, c'est là où ça rend euh, l'évaluation plus difficile. Puis c'est là où ça rend aussi des fois le fait qu'on va penser qu'elles comprennent moins de choses que ce qu'on observe. Parce que là, si je pose une question puis que j'ai pas la réponse attendue, ben dans ma tête, je vais me dire, ah, ben c'est qu'elle n'a pas compris la question. Non, pas nécessairement. La question a pu être comprise, mais la réponse n'est pas possible à être donnée. Donc, c'est quand même important d'avoir ça en tête pour nous, parents, mais pour l'expliquer aussi des fois à l'entourage, c'est pas quelque chose qui est facile nécessairement à comprendre parce que c'est pas dans l'ordre des choses, hein. Dans la rue, n'importe où, on pose une question à quelqu'un puis on s'attend à avoir la réponse. Donc, c'est pas évident de comprendre cet aspect-là. Ces difficultés motrices, mais c'est sûr qu'elles vont aussi limiter l'exploration de l'environnement et l'initiation de l'échange. Donc, un enfant qui ne peut pas explorer son environnement, qui ne peut pas aller toucher à ce qui l'entoure, qui ne peut pas aller faire des petites expériences avec ses mains, mais c'est sûr qu'au niveau de son développement, de ses apprentissages, ben, ça se peut que ce soit plus difficile. Donc, encore là, ça va être très important. Il va encore plus avoir besoin qu'on le fasse avec lui, qu'on le fasse pour lui, pour que l'enfant puisse expérimenter encore plus tout ce qui l'entoure. Ça a aussi un impact, cette apraxie motrice, au niveau du temps de réponse. C'est-à-dire que c'est souvent des enfants qui vont avoir un temps de réponse beaucoup plus long. Encore là, des fois, on va dire, ah, ben, ma question n'est pas comprise. Non, laissons-lui le temps. Ce qu'on dit souvent, des fois, c'est compter dans votre tête jusqu'à 5, jusqu'à 10, puis avant de reposer la question aussi, avant d'aller vers une autre question ou avant de se dire, oh, l'enfant n'a pas compris. Non, laissez-lui un délai, laissez-lui le temps de pouvoir analyser puis programmer éventuellement le mouvement pour arriver à la réponse aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose de pas évident parce que dans la vie, ça va vite, on va vite, puis on est tous portés. Puis on veut aider aussi des fois. Donc on dit, oh, mais là, il n'a pas compris, je vais reposer ma question, je vais le formuler différemment. Mais pour l'enfant, là, on ajoute de la difficulté parce que lui est en train de planifier son petit mouvement, son moteur pour regarder la bonne chose ou pour dire le bon mot si on parle de la parole. Mais je vois la réponse, c'est ça. Des fois, même 20 secondes, c'est effectivement, faut compter très longtemps. Puis c'est ça, ce que je disais, c'est que répéter la question, mais des fois, ça embrouille encore plus l'enfant parce que là, oh, il y a une autre question. Il faut que je reprogramme mon mouvement. Il faut que j'aille chercher autre chose. Finalement, c'était pas ça. Alors que nous, on voulait juste poser la même chose et aider. Mais des fois, ça aide pas toujours à ce niveau-là. Donc, je ne sais plus si c'était moi qui parlais, mais oui, je vais continuer. Euh, Dernière petite diapo à ce sujet-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est sûr que ça rejoint ce que je viens de dire, mais laisser du temps pour répondre, réagir. Donc, c'est un peu ce que je viens d'expliquer aussi. Éviter de poser trop de questions. C'est quoi ça? Est-ce que tu peux me montrer le chat? Est-ce que tu peux me montrer le rouge? Et c'est plus de parler de façon plus naturelle. D'écrire ce que vous voyez. Oh, moi j'ai vu un chat. Ou oh, regarde le chat. Il est où le chat? Plutôt que de poser des questions, faire des commentaires aussi, éventuellement sur ce qu'on observe par rapport à l'enfant. Oh, je vois que tu regardes le chat, puis là, on peut aller montrer l'image ou le chat qui passe, ou faire ajouter des commentaires. Ah oui, hein, le chat, il est gris. Donc, plutôt que de poser des questions, de mettre l'enfant sur quelque chose qui va être plus difficile pour lui, mais là, on va le stimuler d'une autre façon, nous, en ajoutant des commentaires, en parlant de ce qu'on observe, de notre quotidien finalement. Et puis,
Une chose importante aussi, ben, toujours, comme on le fait dans la vie, ça va vite, on ne peut pas toujours réagir aux paroles de nos enfants, hein. Des fois, ils parlent beaucoup, puis qu'ils parlent ou qu'ils regardent un appareil de communication, on n'a pas toujours le temps, mais réagir à ce que va dire l'enfant, même si c'est pas toujours la bonne chose, même si c'est pas ce qu'il voulait dire, mais il faut qu'il comprenne l'impact que ça a. Il faut que l'enfant comprenne que, hey, si je regarde le papillon, mais c'est ça qui va sortir, puis c'est ça que papa, maman, mon frère, ma soeur vont comprendre. Donc, toujours réagir à ce que l'enfant a dit. On peut lui dire, ah, est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu voulais me dire? Peut-être que tu voulais me parler d'autre chose ou si l'enfant dit, je suis fatigué, ah oui, ok, on va aller dans ta chambre, je pense que tu vas te reposer. Ou avoir une petite interaction par rapport à ce qui était dit par l'enfant, qui comprenne vraiment l'impact de ce qu'il a dit, puis qui comprenne que ça fait du sens. Il parle pour nous interpeller, pour avoir une interaction avec nous. Il ne parle pas tout seul devant son appareil. Il parle vraiment pour entrer en communication. Puis les petites fillerettes sont quand même très souvent des petites filles très sociables, justement, qui aiment ça jaser, qui aiment ça qu'on s'intéresse à ce qu'elles vont dire. Donc, ça reste très, très, très important. Tout ce que je raconte là, c'est vrai avec le contrôle oculaire, mais c'est vrai sans contrôle oculaire. C'est vrai peu importe le moyen de communication, en fait, qui va être utilisé. Ben, on va parler un petit peu de suppléance à la communication. Donc, il existe des outils low-tech. Donc, parce que parfois, on va penser, OK, la suppléance, c'est juste le contrôle oculaire, mais non, tous les outils qui sont moins technologiques ont quand même une importance, puis peuvent être super pertinents à utiliser dans le quotidien, conjointement avec le contrôle oculaire ou au début, avant d'être appareillé. Donc, puis tout à l'heure, on va vous questionner un petit peu sur qu'est-ce que vous utilisez. Donc, commencez à penser un petit peu à tout ce que vous faites dans le quotidien, mais certainement, bon, le cadre oculaire, ça peut être un cadre comme ça. Mélanie en a un dans son bureau qu'elle peut vous montrer. Vous montrer C'est plus ça. beau que notre photo, là, oui, c'est ça. Donc, on Ce peut qu'on appelle placer. un. Ah, vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire ce qu'on appelle un cadre oculaire, hein, c'est ça, une planche de carton, des images. Le trou, il sert vraiment à vous regarder les yeux de mon enfant, il regarde où? Est-ce qu'il regarde en haut? Est-ce qu'il regarde en bas, etc., pour savoir de quoi il veut parler, de quoi il veut communiquer. Donc, c'est vraiment un moyen, des fois, qui est très pratique, hein, qu'on peut avoir à l'extérieur, qu'on peut avoir, on a un rendez-vous chez le médecin, c'est pas toujours facile d'aller installer quelque chose de plus complexe. Donc, avoir un petit carton avec quelques images, mais c'est toujours des fois plus facile et ça se trimballe un peu plus partout. Ça permet de voir justement la direction. Donc, c'est pour ça qu'on a le trou là, au milieu. Des images d'objets. Donc, si vous avez des choses que votre enfant affectionne particulièrement ou dans sa routine, tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont écrit pictogrammes. Donc, c'est toujours utile. Des images ou des photos d'objets. Des albums photos, ça, on le recommande tout le temps en orthophonie pour tous les enfants, là, quelle que soit leur difficulté. C'est super le fun pour eux de regarder des photos de choses qu'ils ont faites qui peuvent être très banales. Là. Ça n'a pas besoin d'être les vacances à l'autre bout du monde, mais c'est juste des photos de leur quotidien. Des photos de choses qu'ils aiment, de leur toutou, ça peut être des photos de leurs jouets, là, mais avec aussi des personnes. Donc, quand on regarde ces albums-là avec les enfants, ils s'animent, puis ça peut susciter des commentaires. On peut voir l'enfant regarder dans une direction en particulier vers une autre. Donc, c'est pas nécessairement un moment où on veut absolument dire c'est qui ça, c'est qui ça, c'est qui ça, mais plutôt d'aller chercher où est leur intérêt. Donc, on le recommande souvent. Les pictogrammes, on en a parlé tantôt, ils peuvent être organisés un petit peu, parfois avec des velcro dans un cahier, ou ça peut être, tout à l'heure, on va parler un peu plus de high-tech, là, mais les pictogrammes sous toutes leurs formes là, sont intéressants. Des choix d'objets, donc on le recommande aussi, là, puis je pense qu'il y a plein de familles qui vont nous dire qu'ils ont cette méthode-là là, avec leur enfant, de dire, ben, est-ce que tu veux telle chose ou telle chose? Ce matin, comment tu veux t'habiller? Quelle couleur d'élastique? Quel soulier? Tu veux manger ça ou ça? Puis là, ben, on regarde un petit peu la direction du regard. Donc ça, c'est des moyens qui sont simples, mais qui sont faciles à mettre en place.
On va montrer une vidéo d'une petite fille qu'on a trouvée ça, là, c'est dans une classe. C'est une enseignante qui est en train de montrer à l'enfant une pratique l'heure. Donc, dans la routine du matin, ils sont en train de pratiquer l'heure. Non, on n'entend pas, hein? Tantôt, on Non. entendait, c'est bizarre. Le son est très, très faible, mais dans le fond, Mm. c'est pas très grave dans cette Ouais. vidéo-là. Là, on comprend qu'elle lui pose des questions, puis on est vraiment là dans la routine. Elle doit répondre Dans les à 4 ces coins, questions. elle a inscrit l'heure, puis il y a des heures que c'est pas la bonne heure, puis là, il est 8h30, puis dans le coin, mettons, inférieur droit, c'est la bonne heure. Donc, elle s'attend comme réponse de l'enfant à ce qu'elle regarde dans cette direction-là, puis elle lui dit « Ah oui, tu regardes par là, c'est ça, c'est là, 8h30, c'est super. » Donc, c'est une façon d'utiliser un tableau tout simple. Je pense que c'est un tableau blanc qui est effaçable, là. Puis, elle pratique avec elle. Donc, elle est active là, dans l'apprentissage. Le deuxième, c'est un peu le même principe, mais c'est avec des mesures. Donc, elle lui demande comment on mesure, avec quelle mesure on va mesurer des, je sais pas, une flûte à bec, je pense, c'est ça? Une flûte à bec, oui. Ouais. Est-ce que c'est des mètres ou des centimètres? Puis là, dans un endroit, il est écrit mètre, de l'autre côté, il est écrit centimètre. Donc, l'enfant va regarder dans la bonne direction. Donc, elle a un choix à faire. Puis, c'est par rapport à des connaissances. Donc, c'est intéressant aussi de... On est allé dans l'abstrait un petit peu, donc dans les mesures, puis c'est pas je choisis pomme banane, là, je suis en train de choisir quelque chose, mais je suis active, donc c'est intéressant de voir comment elle a impliqué l'enfant là, dans cette activité-là. Ensuite, les outils high-tech. Ça peut prendre différentes formes. Il y a des interfaces qui peuvent être, par exemple, un Surface Pro avec on n'est pas dans le contrôle oculaire ici. Oui, oui. Bon, c'est ça. On fait différentes interfaces. Ça peut être un iPad avec des boutons comme on voit sur l'image. Ça peut être un interrupteur qui fait actionner un jouet pour celles qui ont encore un certain contrôle moteur là, pour avoir une action sur un objet. Il y a des boutons parlants qui sont super intéressants. On peut en programmer un petit message. J'ai besoin de changer ma couche, j'ai faim, je veux quelque chose à manger. Donc, c'est super utile. Puis, on peut changer de temps en temps le message qu'il y a là-dedans selon les besoins. Puis, après ça, bon, interrupteur, on en a parlé. On va venir au contrôle oculaire. Oui, ouais. Vas-y. C'est bon. Il y a le contrôle tout en un, qui est une machine, bon, c'est assez cher. C'est souvent ce qu'ils vont prêter pour faire des essais. Il y a la compagnie Tobii Dynavox. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a un autre qui a une tablette comme dédiée comme ça, tout en un. Là. Il y a le GridPad également. Le GridPad. Donc, c'est des outils qui sont... L'avantage de ça, c'est que les haut-parleurs sont intégrés, donc le son est assez fort. Tu n'as pas besoin de replacer la petite tablette pour le capteur oculaire, c'est tout là. Donc, c'est sûr que c'est très performant, mais évidemment, c'est plus cher. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas toujours l'option qui est choisie, là. Sinon, on peut faire un système de montage avec justement le contrôle oculaire, une tablette. Puis même si qu'on ait un appareil dédié ou pas, il faut l'installer pour que l'enfant puisse être bien positionné. Donc, on va mettre un bras de montage qui est très solide, qui va être installé sur une table ou sur un fauteuil. On peut avoir différents bras de montage pour différents contextes de vie. Donc, le même enfant peut avoir plusieurs système de montage à sa disposition. Il y a des systèmes qui cliquent, clic, 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 comme ça qu'on peut promener là, dans la maison. On peut en avoir un à la garderie. Je pense à Sophia. Donc, c'est des choses que c'est pas nécessairement aux parents là, de se préoccuper de comment faire tout ça. Normalement, il y a une équipe, mais dans certains cas, quand les parents s'outillent assez tôt, c'est des choses auxquelles ils vont penser eux-mêmes parce que c'est ça, là, dans certains cas, au début, si on veut tout placer ça comme il faut, puis qu'on n'a pas encore
eu la subvention, ça peut devenir un petit casse-tête, mais je vais laisser Sonsoles vous en parler un petit peu plus tard. Mais c'est important. On doit avoir une certaine disposition là, pour que ça fonctionne bien, le contrôle oculaire. Je ne sais pas si Mélanie, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure? Non, mais c'est parce qu'on avait passé la diapo sur les applications, mais on peut en parler en fait après. Ouais. Ce qu'on voulait rajouter, c'est ça, c'est qu'un outil de communication, c'est beau, là, mais ça faut le faire vivre avec du contenu. Donc, il existe des applications robustes qu'on appelle de suppléance à la communication qui viennent avec beaucoup de contenu, beaucoup de vocabulaire. C'est le fun, mais en même temps, il faut aussi le personnaliser beaucoup, beaucoup pour que ça réponde aux besoins de l'enfant, là. Et comme on le disait tantôt, il n'y a pas un enfant qui a les mêmes besoins, qui a le même contexte, qui a la même réalité. Donc, chaque programmation, chaque contenu doit être personnalisé en fonction de la réalité de chaque enfant. Donc, chaque application a ses avantages, ses inconvénients. On ne les détaillera pas, là, ce n'est pas le but aujourd'hui, là, mais il en existe beaucoup, sachez-le. Puis vous en retrouvez un petit échantillon sur cette diapositive. Mm-hmm. Puis elles peuvent parfois être un peu intimidantes parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a toujours une façon de réduire, puis de commencer avec quelque chose de tout simple. Ce qu'on recommande là, généralement, de ne pas avoir trop de choix. On peut les cacher parfois, mais c'est ça. C'est bien d'être accompagné pour faire un petit peu le ménage dans tout ça au début parce que ça peut être beaucoup là, quand on essaie de... C'est pas magique, là. On ne présente pas ça à l'enfant, puis go, ça y est, on communique, là, il faut y aller par étapes. Puis fait quand même peut-être intéressant aussi, c'est sûr que là, il y a écrit système de langage robuste francophone. Par contre, toutes celles qui sont là, je les regarde en même temps, existent en plusieurs langues, là. Puis on peut passer d'une langue à l'autre aussi dans les familles où il y a plusieurs langues, etc. C'est quand même intéressant que l'enfant puisse s'exprimer dans chacune des langues de la maison, là. Si à l'école, c'est en français, puis qu'à la maison, c'est une autre langue, mais c'est intéressant d'avoir accès à toutes les langues pour l'enfant, là, parce que c'est ça, sa communication à lui, c'est ça, sa réalité. Donc, un petit point important. On va vous partager quelques petites vidéos justement pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler d'autres systèmes, d'autres accès en fait au niveau de la communication. Donc la première, ça va être une vidéo d'un jeune homme, j'ai envie de dire, qui avait 17 ans, je pense, sur la vidéo, qui parle avec des interrupteurs. Donc si vous regardez, il a un interrupteur sur la vidéo à côté de sa tête. Il en a un qu'on ne verra pas, mais qui est au niveau de son genou. Et en fait, il parle par balayage. Donc là encore, c'est un peu long, mais il va balayer chaque ligne de son appareil, puis chaque colonne pour s'arrêter sur la bonne case et pour répondre aux questions. Alors, attendez. Je vais partir ça. Ce sera pas long. Je vais arrêter le partage et le repartir. Ok. Bon, je vais faire ça. Tu voulais me parler de ta fin de semaine. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Avec qui t'as fait du vélo, Zachary? Avec qui t'as fait du vélo? Donc, on voit le balayage, hein, on voit le carré rouge qui se déplace là, de colonne en colonne. C'est ça, quand je vous parle du balayage, c'est ça. Peut-être, Mélanie, le mettre en grand écran, je ne sais pas si c'est possible. Merci. Toi, tu as fait du vélo. Est-ce que tu as fait du vélo tout seul? Ou avec... Donc, on voit ici, hein, à gauche, la petite pastille bleue. Donc, c'est ça, quand je parlais de l'interrupteur qui l'actionne avec sa joue. C'est ça. Quelqu'un. Donc, lui, pour préciser, c'est un balayage avec un interrupteur, c'est ça? Ça balaye. Il y en a deux. Il en a un au niveau du genou également. Quand il fait sa sélection, c'est avec son interrupteur au niveau du genou. Okay. Donc, il y a toutes les combinaisons possibles de balayage qu'on peut faire. On peut en mettre un à la tête, on peut mettre à la main, selon le membre qui est le plus efficace dans son mouvement. Puis, on travaille avec les ergots pour ça aussi, pour déterminer là, c'est quoi le moyen d'accès plus efficace. Mais c'est une façon qui permet de, sans pointer directement puis sans être en contrôle oculaire, c'est comme un intermédiaire un petit peu qui marche avec beaucoup d'enfants.
L'autre vidéo, c'est vraiment une petite fille qui utilise un accès qu'on appelle direct, donc avec sa main. Je suis pas sûre que... attends. Julia, what do you want? Treat, 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 treat. OK. Là. Et la dernière, c'est le contrôle oculaire. Puis là, c'est intéressant parce que elle utilise le contrôle oculaire dans cette vidéo-là pour actionner des jeux. Donc, on n'est pas totalement en communication, mais ça fait partie du quotidien aussi des enfants. Donc, elle actionne des jeux. Je vais le repartir au début avec le son. Là, je vais le repartir au début. OK. Donc là, on voit vraiment son appareil sur un pied, la petite caméra en bas. Ajoute 2 cases. Partir le ventilateur ou arrêter le ventilateur. Puis avec son regard, mais quand elle regarde arrêter le ventilateur s'arrête. Puis quand elle regarde partir le ventilateur, il se remet en marche. Donc c'est direct, l'action-réaction, mais c'est elle qui peut contrôler son jouet. Puis pareil, à la suite, là, c'est un petit chien, là, donc elle peut décider de faire avancer le petit chien, de le faire japper, etc. What's he gonna do next? Oh, he's gonna go forward. Oh, he's stuck. Oh, no, he's stuck. C'est cool, hein? Moi, je trouve ça vraiment le Mhm. fun de voir ça. C'est tout simple, mais c'est vraiment que l'enfant a le pouvoir sur son environnement. Puis ça, on le dira pas assez, c'est tellement important, hein. Oui, on est passé au prochain sondage. Je vais remettre le petit lien encore une fois dans le chat au besoin. Je vais vous laisser scanner, puis je vais arrêter le partage. Donc, quel outil est-ce que vous utilisez avec votre enfant? Quels outils, en fait, au pluriel? Je vais partager mon écran. Là. Bouton action-réaction, tablette avec capteur, objet réel, pictogramme, contrôle oculaire, la main. Oui, encore avoir la main. Bouge. Non-verbal, capteur, le regard. Oui, donc il y a tout plein d'outils qu'on peut utiliser, un peu comme on vous a présenté, mais la plupart, vous en utilisez beaucoup déjà aussi. Les objets réels. Excellent. J'arrête le partage. Merci pour ce partage. Ben, ce qu'on voulait illustrer par ce petit partage, ce petit nuage de mots, justement, c'est que le choix de l'outil, c'est quelque chose d'important, mais encore là, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, puis même évoluer au cours d'une journée, hein. On n'utilise pas toujours un seul outil, comme le répète souvent ma collègue ergothérapeute. Même nous, dans notre vie, on n'utilise pas toujours le même outil. Des fois, on va utiliser un stylo pour écrire, des fois, on va écrire sur notre cellulaire, des fois, on va parler. Donc, en fonction de notre besoin, de la situation, on change d'outil. Ben, un peu pareil avec les enfants, avec les petites filles qui ont le syndrome de Rett. Ça se peut qu'il y ait plusieurs outils dans une même journée. Ça se peut qu'à la maison, le soir, je suis fatiguée, puis c'est quand même énergivore utiliser un contrôle oculaire. On va y aller avec d'autres choix. On va y aller avec des choix plus simples. On va y aller avec juste des discussions. On va y aller
avec des objets. Ça se peut qu'à l'école, si j'ai envie d'aller à la toilette, ben, que mon appareil n'est pas toujours là, j'ai juste un petit pictogramme ou un petit interrupteur, un petit bouton sur lequel je vais pouvoir appuyer rapidement pour dire hey, j'ai besoin d'aller à la toilette parce que ça, je suis encore capable avec mes mains, c'est pas de la précision qui m'est demandée. Donc, ça varie vraiment en fonction des besoins, en fonction des moments de la journée, en fonction des situations, en fonction de la fatigue. Si je suis dans mon lit, mais ça se peut que j'ai quand même besoin de parler, mais j'aurais peut-être pas mon contrôle oculaire ou ma tablette avec moi. Donc, est-ce qu'on peut trouver d'autres choix? Ben là, peut-être que mon cadre oculaire, ça va être plus facile avec papa, maman qui viennent proposer justement quelques choix parce que je suis dans mon lit, je pleure, puis ils ont besoin de savoir pourquoi. Est-ce que j'ai envie d'aller à la toilette? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai chaud? J'ai soif? Donc, important d'avoir en tête qu'on peut avoir plusieurs outils de communication, qu'un enfant peut en avoir plusieurs dans sa journée, plusieurs tout au long de sa vie aussi. Si on regarde la vidéo de Zachary, il avait 17 ans, je pense, au moment de la vidéo. Puis là, il est rendu à 21 ans, puis maman, elle m'écrivait dernièrement pour me dire qu'il finalement était passé en contrôle oculaire. Ça avait déjà été essayé par le passé avec lui, ça ne fonctionnait pas pour différentes raisons. Il n'y arrivait pas, il n'aimait pas ça. Puis là, finalement, il l'a réessayé, il aime ça, ça fonctionne bien. Puis là, il voit que ça va plus vite, qu'il est capable d'aller sur son ordinateur avec, de faire plus de choses. Donc, il n'y a pas d'âge limite non plus, hein. C'est pas parce que à 4 ans, 5 ans, ça ne marche pas que ça ne marchera pas à 15 ans ou à 25 ans. Là, il y a pas de limite. La technologie évolue beaucoup aussi, hein. Le contrôle oculaire est quand même quelque chose d'encore assez nouveau. Si on revient juste 10 ans en arrière, là, la technologie était beaucoup moins bonne. Donc, ça s'adressait vraiment plus à une clientèle très spécifique qui allait garder une tête très droite sans bouger parce qu'il fallait une position très précise. Maintenant, hein, même si l'enfant bouge, même si l'enfant est au sol, on est capable de capter beaucoup mieux le regard. Donc, tout va évoluer dans le temps à ce niveau-là aussi. Euh, c'est ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est peu importe aussi l'outil, là, l'important, c'est que l'enfant puisse transmettre son message de la manière la plus efficace. On vise toujours l'efficacité, on vise que l'enfant puisse se faire comprendre, là, même si c'est pas parfait, si c'est pas précis à 100%. Avant tout, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse se faire comprendre pour passer son message. Qu'on vous a mis ici, c'est des exemples, des liens, là, vous pourrez retourner voir. On n'ira pas tous les voir, mais c'est des exemples de jeux gratuits et payants pour travailler un petit peu l'accès, alors que ce soit encore là avec les yeux, si l'enfant a un contrôle oculaire, mais ça peut être aussi l'accès avec les mains, avec des interrupteurs, etc. Là, c'est vraiment différents types d'activités pour pratiquer ça parce que c'est pas quelque chose encore là d'inné. Faut entraîner. Faut entraîner nos muscles, faut entraîner nos yeux. Donc, il faut se pratiquer aussi. Donc, une façon agréable de le faire pour un enfant, ben, c'est de passer par le jeu. Je Là, juste je, ajouter, Mélanie, avant que tu continues, que les diapositives, on va pouvoir vous les transmettre aussi si jamais, pour que vous puissiez avoir accès aux liens qu'on a déposés dans les pages. Donc, on va faire ça à la fin, puis vous allez avoir accès à tout ça. merci. Là, je vois l'heure. Je ne sais pas si c'est si pertinent de partager ces petites vidéos. C'était un peu pour vous montrer des types de jeux qui existent. Encore là, c'est des choses que vous pourrez aller voir peut-être plus facilement. Là. C'est deux types de logiciels qui sont énumérés ici. Là, donc, vous les retrouvez, puis vous pourrez retrouver les vidéos facilement. On continuerait avec le parcours de soins. Oui. Alors, on tenait à ce que vous soyez au courant, en fait, de c'est quoi habituellement la trajectoire qu'on a du tout début jusqu'à la scolarité, etc. C'est sûr que là, on l'a écrit, c'est général, ça change dépendant de l'enfant, dépendant de l'âge du diagnostic. Donc, c'est une idée plus générale. Ça se peut que vous n'ayez pas passé par cette étape-là dans cette suite d'idées, mais on trouvait ça important quand même de vous les illustrer. Donc, typiquement, des fois, les enfants peuvent passer en premier par le centre de réadaptation parce qu'on peut se présenter avec des retards moteurs au début ou des déficiences motrices. Donc, on passe par le CRDP ou le CRDI là, dans vos secteurs. Puis, par la suite, vous êtes référé dans une équipe multidisciplinaire au sein de ce centre de réadaptation-là. Souvent, c'est l'ergothérapie puis la physiothérapie qui sont en premier. Ce qu'on voit habituellement, c'est vraiment ça. Puis, par la suite, peut se joindre l'orthophoniste
ou des fois, on a d'autres professionnels qui vont vraiment s'attarder à la communication, comme des éducatrices spécialisées aussi, qui peuvent venir faire le pont là, au niveau de la communication. Puis, on sait que les délais sont variables. Par contre, au niveau des centres de réadaptation, ça peut prendre plus de temps là, pour qu'il y ait une prise en charge en orthophonie. Mais on s'attend à ce que dans ces temps-là, vous soyez vus, par contre, à la clinique de RET au CHU Sainte-Justine. Donc, au moins, vous avez la présence de Rose-Hélène, de moi, même de Mélanie par entremise de questions par SACOE, qui peut vous accompagner là, sur vous donner des conseils, répondre à vos besoins, puis aussi faire la communication avec le centre de réadaptation, que ce soit le CRDP, le CRDI, puis la professionnelle qui est là puis qui vous attend. Puis, on fait aussi le soutien à long terme. Si vous êtes déjà à l'école, si on se rencontre puis vous êtes à la garderie, ben, on va faire aussi le pont avec ces gens-là. Donc, habituellement, c'est un peu le parcours là, qu'on illustre ici. Merci. La prochaine illustration, on a voulu illustrer le parcours clinique en suppléance à la communication. Donc, l'image, elle se veut, on essaie de la construire vraiment en fonction de nos observations et notre quotidien à SACOE. L'image, elle veut vraiment illustrer qu'on parle vraiment d'un parcours, on ne parle pas d'étapes, on parle pas, c'est pas linéaire, c'est quelque chose où on peut passer de l'un à l'autre, revenir. C'est sûr qu'au début, bon, il y a tout un peu collecte d'informations sur la suppléance à la communication, mais ensuite la recherche d'informations justement sur l'enfant, ses besoins, les besoins de l'enfant, mais les besoins de l'environnement de l'enfant aussi, de sa famille, de son école, sa garderie, etc. Ensuite, on va faire des recherches au niveau du meilleur outil pour cet enfant, mais ça se peut que des fois on revienne en arrière parce que oups, la situation a changé, l'enfant il n'est plus en garderie, il est rendu à l'école, puis là les besoins ont changé. Donc tout va vraiment, on va revenir en arrière, on va des fois passer plus vite sur une étape parce que ça va bien, on a trouvé facilement c'était quel outil. Ensuite, mais il va y avoir une grande, ce qu'on a appelé la boucle des essais. Donc là, c'est vraiment une période où on va faire beaucoup d'essais dans les différents milieux, à la maison, à l'école, pour voir comment ça va, pour améliorer continuellement l'outil qu'on va avoir choisi ou les outils qu'on va avoir choisis, revenir en arrière éventuellement si on réalise que c'est pas le bon, là, ça fonctionne pas, on a beau essayer, ça va pas, ben, on va refaire une analyse, on va revenir en arrière. Puis, ça avance, ça évolue, ça va bien. Là, on va arriver à ce qu'on appelle un peu plus l'attribution et la personnalisation. On va revenir un petit peu par la suite aussi sur les agents payeurs, puis comment on peut justement se procurer des outils de communication au Québec. Donc là, on est rendu là. Puis après, ben, ça reste un enfant en évolution. Donc, il y a tout le support à l'intégration, toute la généralisation dans les différents milieux, tout le transfert des connaissances. Un enfant évolue tout au long de sa vie et même adulte, là, donc on peut pas mettre ça sur pause tant que ça. Là, il y a des moments où ça va être plus stable, puis l'enfant va utiliser, ça va bien aller, mais là, oups, il est rendu adolescent, il y a d'autres besoins, d'autres envies, il s'en va au secondaire. Peu importe les raisons, un déménagement, n'importe quoi, on revient en arrière ou on continue, mais là, on va adapter certaines choses. Donc, c'est un parcours qui est très long, puis en fait, qui ne s'arrête pas tant que ça, là, qui peut s'arrêter à des moments, ça va bien pendant quelques mois, quelques années, puis hop, on revient, et qui n'est pas linéaire. Je dirais que c'est les deux informations à retenir de cette image-là, c'est que c'est quelque chose qui, tout au long de la vie de l'enfant, là, la mise en place d'un système de suppléance à la communication va pouvoir évoluer et progresser. Bon, après, pour les agents payeurs, excusez-moi, j'ai une fin de rhume. Il y a le PMATCOM, donc en préscolaire, c'est le programme PMATCOM, puis aussi après 21 ans, donc, ou en tout cas après la fréquentation scolaire. Donc, le PMATCOM, c'est chapeauté un peu par Sainte-Justine-Marie-Enfant. C'est un programme qui permet de faire des prêts aux enfants qui ont des besoins au niveau de la communication. Il faut faire une demande. C'est un professionnel qui doit faire la demande, donc ce n'est pas les parents directement. Typiquement, c'est l'orthophoniste ergothérapeute. Il faut avoir fait des essais. Donc, des fois, les gens vont avoir un prêt puis essayer quelque chose avec le prêt pendant un bout de temps. On doit démontrer que pendant les essais, on a une certaine intentionnalité. C'est fonctionnel jusqu'à un certain point pour qu'ensuite l'aide
puissent être attribués. Et ça implique aussi parfois le support, donc tous les équipements qui viennent avec un contrôle, par exemple oculaire ou des boutons ou une tablette, ça peut être différentes choses. Donc ça, c'est un programme qui existe. Quand les enfants rentrent à l'école, on remet les outils au PMATCOM. Ensuite, l'école, avec son équipe, fait une analyse des besoins, commande le même outil ou voit que l'enfant a évolué et qu'on est rendu un petit peu plus loin. Donc là, on fait une nouvelle demande, cette fois-ci à l'école, puis on fait venir des appareils. Des fois, l'école ont aussi des stocks en circulation d'outils, donc ils vont prendre ce qu'ils ont ou s'ils l'ont pas, en tout cas. Donc, il y a toute une attribution qui se fait et après ça, l'enfant a son outil et si son besoin change pendant sa scolarité, une nouvelle demande peut être faite pour faire un ajout, pour changer. Donc, c'est toujours un peu en mouvance. Pas chaque mois, là, mais je dirais, mettons, aux 2-3 ans, là, typiquement. Je ne sais pas, Mélanie, si je suis dans le champ Oui, par c'est rapport. c'est C'est ça. ça, hein? Puis il y a des enfants qui vont les garder longtemps, d'autres moins. Puis si l'appareil est désuet aussi, il va pouvoir être changé. C'est sûr que comme c'est la réalité en ce moment, là, autant la santé que l'éducation manquent un peu d'argent. Donc des fois, c'est un peu long dans le processus. Mais la théorie, c'est ça, je dirais. Ça fonctionne quand même bien. Il y a juste des délais des fois qui sont plus longs. Pour revenir sur le PMATCOM, c'est vraiment un programme ministériel qui est basé à Marie-Enfant, mais qui n'est pas lié à Marie-Enfant ou à Sainte-Justine, dans le sens que vos équipes de n'importe quelle région du Québec ont accès au PMATCOM sans passer nécessairement par une équipe de Marie-Enfant ou de Sainte-Justine. C'est vraiment chaque professionnel du Québec qui peut faire une demande au PMATCOM avant 5 ans, mais avant l'école ou après l'école. C'est aussi pour des adultes, là. C'est C'est vraiment... un gros mandat. Donc, c'est ça aussi pour expliquer Ouais. un peu les limites du PMATCOM. C'est un beau programme, mais avec certaines limites financières, si on veut. Donc, ils vont aussi desservir des adultes qui ont des troubles acquis de la communication. Donc, dans leur roulement d'appareil, c'est un peu limité. Donc, c'est pour ça qu'il y a dû avoir des critères qui disent que l'enfant a une certaine fonctionnalité. Mais pour en venir à cette fonctionnalité-là, on a un petit trou. Et là, on va essayer de voir comment on peut soutenir les familles, là, des enfants REP qui nous arrivent quand même en bas âge, puis qui n'ont pas développé les précurseurs, mais qu'on aimerait qu'ils puissent être appareillés avec le PMATCOM. Donc, on ne rentrera pas dans les détails techniques de ça, mais c'est quelque chose c'est une question qu'on se pose, puis on va chercher un peu des solutions pour ça, pour pouvoir le plus possible que tout le monde ait accès à des outils quand ils en ont besoin. Mais notre conseil qu'on peut donner, c'est développer l'intentionnalité des enfants, pratiquer les précurseurs, puis on va y revenir un petit peu tantôt aussi. Mais s'il y a des choses qui sont déjà mises en place, low-tech, ça aide beaucoup pour la suite quand on est rendu à utiliser des outils. Là. Donc, c'est pas nécessairement du temps perdu non plus. Je pense que ça fait le tour pour ça. Ouais, ben, je voulais juste pour peut-être tu peux voyager. Ouais. Ah, c'est ça, exactement. C'est ça. On aimerait ça que les outils, le plus possible, ça se promène entre l'école et la maison, même si c'est payé par l'école. Puis là, ça, des fois, on entend des histoires, l'outil reste à l'école. Oui, mais comme pourquoi? Parce que dans le fond, si tu en vas, si tu as des lunettes, tu ne les laisses pas à l'école ou tu ne les laisses pas à la maison, tu les traînes avec toi. Si tu as un outil de communication, même affaire, tu l'amènes avec toi. S'il brise, il y a des assurances. Donc, on veut vraiment que ça fasse partie des équipements de base là, de l'enfant. S'il s'en va chez eux avec son fauteuil rouleur, il va amener son appareil aussi. Donc, on voudrait vraiment que ça suive, puis qu'on n'ait pas peur de les utiliser. Là. Je te dirais que pour voir plusieurs écoles, ça suit généralement, même si au départ, des fois, il peut y avoir des réticences, c'est de plus en plus rare. Puis le texte vraiment de la mesure 3810 stipule que si l'enfant a besoin de son appareil en dehors de l'école, il doit pouvoir l'amener parce que dans le fond, là, on parle d'appareil de communication. C'est la même mesure pour les ordinateurs scolaires pour un enfant qui a besoin d'un ordinateur. Donc, des fois, l'ordinateur a moins besoin de voyager. Mais dès que l'enfant en a besoin aussi à la maison, l'équipement doit voyager. Mm-hmm. Maison école doit pouvoir être à la maison pendant les vacances scolaires, etc. Oui, au niveau des bonnes pratiques. Donc, on voulait en fait vous faire un topo sur ce qu'on recommande, ce qu'on vous suggère, des activités, des exemples concrets, en fait, que vous pouvez appliquer tout de suite, peu importe comment votre enfant communique.
pour favoriser un petit peu, justement, son intentionnalité que Rosalène a parlé, puis tout ce qui est prélinguistique, donc toutes les habiletés qu'on a quand on veut communiquer, quand on veut faire acte de communication. Donc, les premières choses qu'on a mentionnées, c'est les bulles, les blocs, les jouets sonores, lumineux ou musicaux. On sait que c'est des enfants habituellement qui aiment beaucoup les choses avec des lumières, des choses qui font beaucoup de bruit. Puis ce qu'on veut stimuler, c'est l'attention conjointe. Donc, c'est d'être le parent, l'enfant et l'objet ensemble dans la même relation, en fait. Donc, d'être ensemble vers le même objet, puis de pouvoir créer un échange, un tour de rôle sur cet objet-là. Donc, que ce soit des bulles, que ce soit des blocs, ça peut être, vous avez des morceaux de blocs dans les mains, vous donnez le choix de la couleur, puis, ben, c'est vous qui construisez la tour, mais l'enfant choisit, l'enfant vous donne ses préférences, donc, en fait, vous remplissez tout autant là, son intention de communication. Je ne vais pas m'étendre trop parce qu'on perd un petit peu de temps, mais la comptine avec les gestes, donc c'est la même chose, c'est quelque chose qui est routinier, c'est de la musique, ça vient faire un lien avec l'enfant, ça vient cultiver cet échange-là que vous avez ensemble. Donc, les comptines aussi, c'est vraiment super chouette. Les jeux d'action-réaction, donc que ce soit des boutons, justement des petites crinques, puis après ça, l'objet fait un bruit. Donc, ça aussi, ça peut venir stimuler le regard, l'attention vers l'objet, donc tout ce qu'on aime quand on a une communication. Le jeu symbolique aussi, donc avec des figurines, des poupées. Ça se peut que votre enfant ne puisse pas habiller la poupée ou lui donner à manger, mais vous êtes quand même en mesure de lui proposer des choix de nourriture. Ah, tu penses que la poupée veut manger la banane ou le muffin? Puis avec son regard ou avec son outil, elle est capable de vous montrer sa préférence, puis ben, c'est vous qui imitez, qui donnez à manger, puis qui faites le jeu un petit peu pour elle, puis avec elle. Puis la lecture interactive aussi, qui est très puissante, donc de lire des livres, puis en même temps d'offrir du support quand vous lisez, donc de pointer les images, de nommer comment le personnage se sent, puis on peut avoir les pictogrammes ou même les pages qui sont dédiées dans vos outils, comme ça pour vous accompagner à la lecture, puis aller pointer, là, justement, utiliser vous-même comme modèle, d'aller dire « Oh, ils se sont tristes » et d'aller peser sur « triste » ou d'aller montrer le pictogramme triste pendant la lecture, c'est aussi super puissant. Puis on poursuit. Alors voilà, offrir des choix, c'est un petit peu ça qu'on veut dire quand on offre des choix dans le jeu, donc que ce soit pour les blocs, que ce soit pour la poupée qui mange, les choix de vêtements, les choix de coupe de cheveux, les choix de déjeuner, c'est une collation, les choix de tout pour dormir. C'est puissant. J'aime beaucoup le terme « empowerment ». Ça vous donne un peu ça à l'enfant d'avoir des choix. Puis de vous le dire dans le quotidien aussi, c'est plus facile de l'inscrire dans votre routine plutôt que des fois de trouver des moments ailleurs. Ben, si on profite des routines, des fois, ça facilite aussi pour vous les autres tâches par la suite. Donc, des fois, de l'intégrer dans ces routines-là, les choix, c'est vraiment super, super intéressant. En numéro 2, ben, c'est de suivre les intérêts. Donc, parce qu'un enfant qui n'est pas intéressé, qu'il utilise, peu importe la communication qu'il utilise, s'il n'est pas intéressé, ben, c'est sûr qu'il n'y aura pas de communication saine, puis il ne va pas vouloir interagir avec nous. Donc, de suivre les intérêts, de savoir qu'est-ce que votre enfant aime, c'est quoi son jeu favori, est-ce qu'elle se retourne à tel type de musique, puis ça, c'est notre porte d'entrée pour aller chercher une interaction. Ça aussi, c'est vraiment important. Puis, de jouer avec votre enfant. Donc, de trouver qu'est-ce qui fonctionne moins. Ça se peut des fois qu'on dise « Ah, peut-être qu'elle va aimer ça. » Ben non, elle n'aime pas ça. Ben, c'est pas grave, on change, on trouve autre chose. Donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Puis, d'ajuster nos attentes. Donc, on en a parlé un petit peu tout le long. Là, c'est un peu le ton qu'on veut donner. C'est que c'est un processus qui s'échelonne à long terme. Puis c'est variable selon plusieurs facteurs. Donc, l'état de santé, la médication qu'on prend, le dosage de la médication. Si on a une période de fatigue. Donc, plein de choses comme ça qui font en sorte que nos attentes, oui, c'est magique, c'est miraculeux un petit peu là, les outils, mais c'est pas magique tout de suite dans l'établissement de notre communication alternative. Ça peut prendre du temps, puis il faut rester patient, il faut ajuster nos attentes, gérer un petit peu plus nos attentes. Puis encourager les comportements intentionnels qui revient à suivre les intérêts puis offrir des choix.
Ensuite, faire des commentaires. Donc, on en a dit tantôt, donc essayer de limiter, de poser des questions, mais vraiment de faire des commentaires sur ce que l'enfant fait, puis c'est ce que vous faites aussi. Donc, si vous trouvez que l'enfant regarde dans une direction, ah oui, tu regardes les raisins. Ah oui, je pense que tu aimerais ça manger des raisins. C'est vrai, les raisins, c'est super bon. Donc, de faire des commentaires, des fois, c'est vraiment intéressant parce que ça donne plus d'opportunités, en fait, de savoir si vous mettez vraiment le doigt sur ce que l'enfant veut vous transmettre comme message. Profiter des routines. J'en ai parlé un petit peu dans l'offrir des choix, mais c'est quelque chose qui est plus accessible aux familles, qui s'intègre bien aussi là, dans votre quotidien. De modéliser différents moyens de communication. Donc, on veut vraiment vous mettre l'emphase sur le fait que quand on apprend, par exemple, à parler une langue étrangère, l'anglais, l'espagnol, quoi que ce soit dans la vie, on a besoin de modèles. On a besoin de quelqu'un pour nous dire ça, ce mot-là, c'est comme ça qu'on le prononce, ou on a besoin d'exemples. Quand on apprend à communiquer d'une autre façon, on a tout autant besoin de ces exemples-là. Donc, on aime ça que les partenaires, que ce soit les parents, les frères et sœurs, les éducatrices à la garderie, les enseignantes, qui peuvent montrer des exemples à l'enfant, puis donner des modèles de comment on utilise l'appareil, comment on utilise les pictogrammes, parce que sinon, c'est difficile à apprendre, puis ça peut être plus long, le processus. Donc, de modéliser différents moyens, que ce soit les images, les albums photos, les boutons, toutes sortes de choses, ça permet à votre enfant, en fait, d'apprendre un petit peu mieux comment, lui, après ça, il peut s'approprier ce moyen-là de communication. Puis, le mot d'ordre aussi, c'est de célébrer les petites victoires. Un sourire, un mouvement, un rire, une petite danse, tout ça, c'est autant important là, que d'actionner un bon bouton. Donc, voilà. Si on continue, une petite diapo sur la garderie et l'école. Bon, on pourrait en parler on peut faire une conférence en soi là-dessus, mais des petites choses toutes simples dans les milieux scolaires, les milieux de garde. Tu sais, la première étape, des fois, c'est juste de sortir une petite communication parce que combien de fois on va entendre: Ah, mais là, il est dans son sac, on l'a pas sorti, oui, dans le pupitre. Mais non, parce que dans le pupitre, l'enfant, s'il le voit pas, l'enseignant, s'il le voit pas, il va pas être porté à l'utiliser nécessairement. Les enfants ne pensent pas nécessairement aller dans leur pupitre, sortir leurs choses, etc. Encore là, ils ne peuvent pas forcément le sortir tout seul. Donc, si l'enseignant ne vient pas pour l'aider à ça, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est une petite routine simple, mais on met ça dans la routine. L'enfant arrive, on l'installe, mais on installe aussi l'appareil de communication dès qu'il arrive à l'école. Est-ce qu'il va être en marche toute la journée? Ça, c'est d'autres considérations à voir en fonction de la réalité de chacun, mais au moins, on l'installe, il est présent, il est disponible si on en a besoin. Échanger avec les groupes, les amis, les enseignants, la PEH. L'enfant, il n'y a pas un seul interlocuteur, là. Il a sûrement le goût d'aller interagir avec toutes les personnes qui sont dans la garderie, dans l'école. Donc, pas hésiter à varier les interlocuteurs aussi, comme le feraient les autres enfants de la garderie ou les autres enfants de la classe. Avoir du matériel dédié au milieu de garde scolaire, mais c'est sûr que l'outil, il est général, mais si on crée des pages qui vont être spécifiques aux besoins scolaires, aux besoins de la garderie, mais ça va favoriser l'utilisation par l'éducatrice, par l'enseignante, parce que ce qu'on dit, hein, c'est que l'appareil, c'est pour l'enfant, c'est pour ses besoins, mais il fait partie de tout un environnement. Puis si l'environnement adhère pas ou comprend pas comment ça fonctionne ou trouve que ça rejoint pas ce qui est fait dans la classe ou dans la garderie, mais c'est sûr qu'il va être moins porté à s'en servir. Puis comme parents ou nous comme intervenants de centre de réadaptation, mais on n'est pas dans la classe toute la journée. Donc, important de pouvoir créer du matériel qui va vraiment répondre aussi aux besoins de l'école, aux besoins de la garderie pour qu'eux soient aussi portés à s'en servir davantage avec l'enfant. Puis entrer en contact avec les professionnels du milieu. Donc, pas hésiter justement à questionner, à aller voir l'orthophoniste de l'école, à lui demander même des fois si on peut assister à ces interactions avec l'enfant, à ces thérapies. C'est des choses qui se font en centre de réadaptation, hein. Vous êtes toujours présent comme parent aux thérapies avec vos enfants. Pourquoi ne pas faire la même chose dans les écoles? C'est moins, je dirais, dans la culture peut-être, mais ça se demande, ça se propose justement à l'orthophoniste, à l'ergothérapeute de l'école de dire: Hey, la semaine prochaine, je vais être disponible, est-ce que je pourrais assister à la thérapie, voir justement ce qui est fait, puis pouvoir reprendre un peu la même chose à la maison éventuellement, etc. Donc, c'est toutes des petites choses intéressantes qui peuvent aider.
La modélisation, mais Laurence en a quand même bien parlé, mais c'est sûr que c'est un terme que vous allez entendre beaucoup. L'enfant, il peut pas parler tout seul, il peut pas apprendre à parler tout seul, il a besoin de vous, il a besoin de modèles. L'exemple d'apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment ça. Votre enfant, il apprend une nouvelle langue, donc il faut que quelqu'un parle cette langue avec lui. Puis ça peut pas être juste l'orthophoniste dans son bureau une demi-heure par semaine. Là, il y a une statistique qui dit que, je vais essayer de bien la dire, un enfant de 18 mois qui apprend à parler, qui commence, il a été exposé quelque chose comme 8000 heures à ses parents qui parlent, à son éducatrice de garderie, etc. Un enfant qui utilise un système de communication, s'il fait ça juste avec l'orthophoniste, ben, il va falloir attendre qu'il ait 84 ans pour qu'il puisse s'en servir comme un enfant de 18 mois. Donc, l'enfant ne peut pas utiliser son appareil uniquement avec l'orthophoniste. Il faut vraiment que l'appareil soit utilisé dans tous les contextes, dans tous les milieux pour qu'il soit exposé le plus souvent possible pour qu'il devienne le meilleur utilisateur possible. Bon, j'ai passé la vidéo. Je pense qu'on va passer sur les prochaines diapos. Dans le fond, vous avez des petites ressources, soit des pages Facebook, des ressources Internet, Facebook ou Instagram, des associations, des ressources médicales qui peuvent justement vous aider dans la suppléance à la communication, des observations, etc. On a mis aussi quelques exemples de matériel. Les deux premiers sont des logiciels payants. Les deux, trois suivants, par contre, sont des ressources gratuites. Éliseuse est un programme qui a été développé par, de mémoire, une famille, mais en tout cas pour les enfants RET. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été développé pour les apprentissages, lecture. Là, ils ont vraiment augmenté aussi. Là, il y a des mathématiques, il y a des sciences, il y a de l'histoire, etc. Donc, c'est vraiment intéressant et bien fait pour des enfants qui utilisent plus le regard. Puis, ces deux jeux-là aussi, en fait, un site-là et un site internet avec il y a des jeux un peu plus des fois élaborés aussi. On n'est plus juste dans l'action-réaction. Il peut y avoir des jeux de Connect-Sport, mais des jeux aussi pour conduire des autos, là, des genres de Mario Kart et compagnie. Donc plus élaborés pour des enfants plus vieux des fois, mais qui ont envie, comme frères et sœurs, de faire des jeux vidéo éventuellement. Mais c'est quelque chose qui est possible aussi. Il y a aussi des choses plus simples hein, dans cette ressource, mais il y a aussi des jeux plus complexes. Donc, des fois, c'est intéressant aussi de pouvoir aller plus loin quand les enfants vont vieillir ou sont plus vieux, là, suivant l'âge de vos enfants. Je passerai aussi les petites vidéos, là, c'est les exemples de jeux, mais vous pourrez aller les voir parce que on veut vraiment en venir au témoignage aussi de nos deux parents présents Oui. ici. Je peux peut-être juste l'introduire, mais probablement que vous vous connaissez entre vous. La maman de Sophia Sansoles, que j'ai eu le plaisir de rencontrer cette année. Puis vraiment, vous êtes tous des guerriers et des guerrières. C'est vraiment impressionnant de voir comment, dans votre quotidien qui n'est pas facile, là, vous arrivez à jongler avec toutes les thérapies, les rencontres, les rendez-vous. Puis, vous continuez de pousser pour que votre enfant progresse, puis puisse avoir des ressources. Donc, Sansoles qui a fait tout un parcours, là, je pense qu'elle peut elle-même vous parler un peu de son expérience. Alors, je me présente. Bonjour à tous. Je vais lire parce que mon langue maternelle, c'est pas le français, mais je comprends bien. Mélanie, tu peux juste arrêter le partage pour qu'on la Oui. voit? Oh, parfait. Donc, mon nom est Sonsoles et je suis la maman de deux enfants, Raphaël qui a 5 ans et Sophia qui a 3 ans. Quand Sophia avait 22 mois, on a reçu le diagnostic et dans la recherche de Google, tout était sombre. Sauf une chose, la communication. Donc ça est devenu comme ma lumière pour vraiment sortir au-début de tout le noir, on va dire. Donc, mais on commence et on a trouvé un problème. La tablette, c'est ça qu'on voulait faire à la fin. C'est une chose vraiment nouvelle comme système, mais aussi vraiment nouveau pour notre fille Red. Et ma petite fille avait seulement 2 ans, donc les choses orthophonistes commencent un peu plus tard, on va dire.
On a fait l'essai de la tablette gratuite par un mois, on va dire environ janvier de cette année. Et je vais vous montrer un petit vidéo de Sophia de cette période-là. Et comme j'ai mentionné, elle avait 12 ans et seulement quelques jours et semaines en utilisant la tablette. Et dans la tablette, il avait seulement une page parce que moi, je n'étais pas capable de faire une autre chose au début. Mais il a plusieurs fois dans la même page. Donc, je vous laisse être patient, s'il vous plaît. Je vais partager la vidéo. C'est Mélanie qui va partager. Oui, je vais la partager. Ce ne sera pas long. Here. 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 Peut-être que Sansolès, vous pouvez expliquer un petit peu, là? Oui, donc c'était justement un jeu entre elle et moi. J'adore les donner des bisous et des câlins comme tous les parents. Mais ce que je cherchais, c'était vraiment qu'elle demande les bisous. Donc, c'était comme un petit jeu au début pour vraiment savoir si elle est capable de demander les choses. Vraiment, au début, on cherche si elle est capable de comprendre ce qui arrive avec cette chose-là qu'on a mis en face d'elle. Donc, c'était un petit jeu en que vraiment, elle a beaucoup de choses, mais elle est capable de dire non, je ne vais pas manger, je ne vais pas faire une autre chose, c'est juste, je vais jouer avec toi et je vais des bisous à toi. Oui. Donc, elle était vraiment dans l'action-réaction de maman. Oui. Puis maman est allée vraiment suivre son intérêt. Elle aime les bisous, donc c'est ça la récompense. C'est ça l'action qu'elle va créer sur son environnement. Donc, l'intuition de maman était vraiment dirigée vers la chose la plus efficace. Là. Oui. Donc, je pense que c'est visuellement, you could all see, on a compris qu'elle a vraiment la capacité et le vouloir de communiquer. Donc, un petit lutte infructueuse avec le système, on a tout acheté pour commencer. Mais on arrive, on l'a à la tablette, comment est-ce qu'on commence? On a fini pour trouver notre petite amoureuse Rose qui a vraiment cru en Sophia, en sa capacité, en son vouloir d'apprendre, mais elle n'a pas de pouvoir magique. Nos cocottes ont besoin vraiment d'apprendre et comme on fait avec les autres enfants, on doit modéliser tous parce que nous, on les enseigne à ce nouveau système de communication. Donc, les clés, c'est modéliser tout le temps. On doit penser à ces enfants comme les petits enfants de 9 mois. On répète tout le temps et on n'attend pas une chose. Donc, au début, c'est ça qu'on doit compenser. Elle est dans cette étape-là. Pour finir, je vais vous montrer un petit vidéo de Sophia il y a 2 mois. Et c'est un jeu avec mon autre enfant. Je pense que ça va être très clair qu'elle a beaucoup amélioré, mais c'est pas magique ça. Can you tell Rafa what to put first? What does Rafa put in Mr. Potato? Ear. Ears! We wait. Ear. We pause. Rafa, can you please put the ears? Sophie, where are the ears here? Ears. Ear. Yes, bravo! Ears! Ears. Yes, here, Sophie, look. Here, your ears. Babu, babu, ba. Finish. Next. What
What are we putting next, Sophie? What else do we put in Mr. Potato? Let Sophie choose. Let Sophie choose. Sophie, what else do we put in Mr. Potato? Eyes. The eyes. Oh, we lost one piece of Mr. Potato. Where is it, Rafa? Next to Sophie's chair. Where? Here? Oh, okay. So Sophie asked for, what did Sophie ask for? It was eyes, Sophie? Eyes. Yes, good job. Can you tell Rafa what to put first? Donc, j'avais fini juste pour dire une autre fois, c'est pas magique ça. Il a beaucoup de travail de Rost, de Chloé dans le CPE et de notre famille, mais surtout de Sophia, qu'elle travaille vraiment fort. Et je suis vraiment fière de Sophia et on va continuer avec ce chemin-là. On est tellement fiers de Sophia aussi. Puis c'est vraiment beau de voir tout ce qu'elle a accompli là, dans les derniers mois. Puis vraiment, l'apport de la modélisation, c'est pour maman maintenant, c'est comme une deuxième langue. Là. On parle ploup, 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 puis elle pointe en même temps qu'elle parle à Sophia. Donc, c'est d'apprendre où sont les choses dans l'appareil. Donc, à force de l'utiliser, on ne cherche plus. C'est un petit peu comme intuitif. Donc, ça aide l'enfant à se retrouver dans l'appareil. Sophia est rendue avec différents tableaux, pas juste une page, mais il y a une hiérarchie. J'ai une icône qui mène à d'autres choses parce qu'elle a beaucoup navigué, elle a beaucoup observé comment c'était utilisé. Donc, c'est le fruit de beaucoup de pratiques avec sa maman, avec à l'école, à la garderie aussi. Là. Le deuxième témoignage qu'on voulait vous présenter, c'est Émilie. Donc, Marie-André, je vais te laisser présenter. Tu me diras si tu préfères que je passe les vidéos d'abord ou si tu préfères nous parler d'abord. Là, je vais les intégrer. Je pense que je peux parler d'abord, puis on montrera les vidéos après, là. Moi, j'y vais un petit peu freestyle, j'ai pas préparé de choses. Je suis la maman d'Émilie qui vient tout juste d'avoir 5 ans, puis j'ai Samuel aussi qui a 3 ans. Qui est en parfaite santé, heureusement. Donc, Émilie, on a eu son diagnostic, elle avait l'âge de 2 ans. Puis, Sainte-Céleste, on s'est déjà parlé quelques fois. Et puis, donc, dans le fond, Émilie, la tablette est arrivée parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches quand on a eu le diagnostic, puis j'ai vu tout de suite que c'était les yeux qui étaient utilisés dans le syndrome de Rett. Donc, j'ai tout de suite dit à son équipe, à Intervalle, son centre de réadaptation, j'ai dit, moi, je veux pas qu'on travaille les mains, ça sert à rien, elle va perdre sa capacité, je veux qu'on mise sur ce qui va fonctionner. Fait que j'ai mis l'enfant sur la tablette, il connaissait pas ça avec le capteur oculaire, puis Émilie, elle a une équipe extraordinaire. Son ergothérapeute, elle a fait des recherches, elle a trouvé les choses, elle a trouvé le PEMATCOM. Il me semble qu'elle avait déjà contacté Sakoé à ce moment-là pour avoir des informations parce qu'il y a quand même une liste d'attente là, avant d'arriver à Sakoé. C'est surspécialisé, fait qu'on ne rentre pas tout de suite. Donc, on a fait toutes les démarches, on a réussi à avoir des prêts d'équipement. C'est ça, je pense que je l'ai un petit peu plus facile que Sainte-Céleste. Je n'ai pas eu à débourser pour avoir les équipements. Il a fallu se battre, par exemple, pour qu'ils nous les laissent parce qu'il nous disait que vu qu'Émilie ne pouvait pas communiquer, n'avait pas de précurseur, ça ne justifiait pas d'avoir une tablette. Donc, on a travaillé énormément jusqu'à ce qu'on réussisse à avoir le oui et le non, il me semble, l'année dernière, que là, on a pu dire, là, vous n'avez plus le droit de nous refuser. Émilie, elle connaît le oui, le non, c'est acquis, là, encore le fini, c'est acquis. Fait que là, on a enfin pu avoir vraiment les équipements pour travailler. Puis depuis ce temps-là, Émilie, là, on est rentré avec Sakoé. Donc, Mélanie est d'une aide précieuse. Là. Le gros défi, c'est l'apraxie. Là. Encore à ce jour, de délai avec l'apraxie, c'est quand même quelque chose. Là. Puis en ayant un enfant en santé, un enfant avec le syndrome de Rett, c'est 2 approches totalement différentes. T'sais, mon enfant en santé, il faut que je pose des questions, il faut que je le questionne, il faut que j'y aille intensément, tandis qu'Émilie, il ne faut pas y aller intensément, il faut la laisser aller, il faut lui donner des délais. Fait que, c'est 2 langages complètement, c'est 2 langues différentes là, à la maison qu'on a. Puis Émilie,
Ça l'a explosé, là. On avait fait les tests avec Céline Lapin, me semble, avec Sako, avec Mélanie, là. Puis Émilie, moi, je dis que le muscle de ses yeux est tellement musclé, là. Tiu, 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 tiu. Elle a un contrôle parfait de ses yeux, là. C'est impressionnant. Puis ça nous démontre vraiment toute la compréhension quand on dit que le syndrome de Rett, le problème, c'est à la sortie et non à l'entrée, là. Emilia, elle a une grosse compréhension. Elle a, justement, avec Elisa, vous allez voir dans les vidéos, elle s'intéresse beaucoup aux sciences, des choses comme ça. Elle retourne toujours là-dedans. Elle a un besoin de savoir des choses. Elle adore. Tu sais, quand on a un diagnostic comme ça, on se dit, bon, ben, ma fille me dira jamais je t'aime, mais la première fois que ta fille te dit je t'aime avec sa tablette, là, c'est vraiment émouvant, là, puis ça fait le même sentiment, là, fait que, tu sais, Emilia, elle adore dire je t'aime, là. Puis là, maintenant, elle a commencé l'école, puis on est chanceux parce que l'école est extrêmement impliquée, là. Elle a commencé la maternelle 4 ans, puis la professeure est très impliquée. Il utilise la tablette. La professeure, elle a discuté avec Mélanie récemment, justement. Elle veut suivre une formation. Elle a appris comment programmer la tablette pour pouvoir faire des changements elle-même. Je leur ai fait une page, puis elle m'a dit, moi, je veux ça, ça, ça sur ma page. Fait que, tu sais, sont vraiment facilitants, là. Émilie est chanceuse, là, parce que l'équipe a déjà tout intégré ça dans son quotidien. Puis Emilia, elle a même récemment demandé à changer sa couche, puis ils ont vérifié, puis sa couche était mouillée. Fait que, tu sais, elle est capable de faire des demandes, elle est capable de faire des choix, que ce soit avec sa tablette ou sans sa tablette, là. J'ai fait choisir entre des choses, puis non, c'est vraiment... c'est là qu'on voit à quel point nos petites filles ils comprennent vraiment, là. Tu sais, la littérature parle de déficience intellectuelle profonde, mais on s'entend qu'on sait toutes que c'est pas ça du tout, puis qu'elles sont très intelligentes, là. Fait que pas mal ça. Merci beaucoup. Puis, tu sais, je voudrais rajouter aussi, c'est vraiment un travail, c'est Émilie, c'est Sophia, mais c'est vous comme parents aussi, parce que Émilie ne serait pas rendue là sans sa famille, sans l'équipe de réadaptation autour d'elle, puis pareil pour Sophia, là, c'est tout le travail que vous avez fait avec elle, parce qu'apprendre cette langue-là, elle peut pas le faire toute seule, elle peut pas, tu sais, puis on le voit, là, puis sans jugement aucun, là, chaque famille a sa réalité, à ses défis, mais on le voit quand même. Puis je pense que c'est important de le mentionner, là. On voit la différence, un enfant qui n'est pas exposé à son outil, qui n'est pas mis devant, qui va l'utiliser une fois de temps en temps en thérapie haute, versus un enfant où il est sorti tous les jours à la maison, à l'école, etc. Mais ça fait une grosse différence quand même, là. L'exposition, la modélisation, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, c'est bravo à vous aussi là, pour toute cette implication parce que c'est un gros travail quand même, même si on ne veut pas voir ça comme un travail, puis c'est nos enfants, c'est un gros travail, c'est un gros changement dans nos habitudes de vie aussi. Donc, bravo. Puis je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez sur les muscles. Effectivement, hein, nos yeux, c'est des muscles. Donc, je vous mets au défi de passer 10 minutes devant un contrôle oculaire quand vous ne l'avez jamais fait. Ça va être très difficile et vous allez être épuisé. Mais c'est pareil pour les enfants. Donc, au début, ça va être 5 minutes, ça va être 10 minutes, puis après, ça va devenir leur quotidien. Pareil, comme si vous voulez courir un marathon, là. Vous ne courrez pas 42 km la première fois. Vous allez y aller graduellement, mais c'est pareil avec le contrôle oculaire, là. C'est vraiment quelque chose de graduel, puis c'est important, là. Juste de l'essayer, là, on se rend compte très, très vite que c'est très fatigant. Je vais vous partager les vidéos d'Émilie. Donc, la première, c'est Émilie le matin dans sa routine. Oups, c'est pas là. Donc, Ah oui. mademoiselle Émilie, Attendez. nous allons montrer aux gens comment tu fais tes... Excusez, je vais le... Hop, je reviens. Je vais le partir en grand ici. Ça va être mieux comme ça. Ok, c'est parti. Où est le bal, cocotte? Ah, c'est Émilie qui fait liseuse, excusez-moi. Où est le bal? Ouais! Où est le carré? Où est le carré? Rectangle. Ah, ça, c'est plus difficile, hein? Ils t'ont mis la pogne. Où est le carré, ma chouette?
je me permets de mettre sur pause parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, hein. On voit que c'est un peu long, on voit qu'il y a des délais, puis c'est correct, ça fait partie de la situation, ça fait partie d'Émilie, ça fait partie des choses qui sont observées. Donc, vraiment important de garder ce délai réaliste et de l'utiliser. Carré. Ouais! Prendre note que c'est les chiens qui jouent rough en arrière. Où est le rectangle? Le rectangle, ma chouette. Cercle. Oh non, le rectangle. Rectangle. Ouais! Où est le Peut-être cercle? une Où est petite le pause encore. cercle? La maman de Sophia nous parlait aussi que les enfants, quand ils parlent, ils font des erreurs. Quand ils babillent, des approximations. Puis c'est la même chose avec le contrôle oculaire. C'est une erreur, c'est correct. On est en train d'essayer, on se pratique. Donc, au même titre, de faire une erreur avec le contrôle oculaire ne veut pas dire que tu n'es pas capable, que tu n'es pas rendu là. C'est juste l'apprentissage. Non. Le cercle. Cercle. Ouais! Bravo! Regarde! Bravo! Atlas. Encore la place. Donc ça, c'était l'utilisation, c'est une des utilisations des liseuses, hein, qu'on voit que c'est complet. Il y a l'atlas, il y a les mathématiques, il y a de la lecture, il y a tout ça. Donc, c'est très progressif aussi en fonction de où est rendu l'enfant. Et la deuxième, ce sera pas long. Oups, excusez, mon écran fait des siennes. Alors, mademoiselle Émilie, nous allons montrer aux gens comment tu fais tes choix le matin. Bon, là, on est sur pause. Je vais aller dans... Je veux choisir mes vêtements. Bon. Es-tu prête? On y va, on passe ça. Choisis tes vêtements, ma chouette. OK. Chandail à manches longues. OK. T-shirt. Lequel? Une robe. T-shirt. Un t-shirt. OK, parfait. On va choisir une couleur en général. Rose. Tu veux dire rose? OK. Parfait. Un t-shirt. Maintenant, parce qu'il faut que je la guide, là, quand même un peu, là. Qu'est-ce que tu veux comme bas? Short. Tu veux des shorts? Ah ouais, bon, OK. On veut vraiment des shorts. Quand elle me regarde comme ça, c'est que c'est vraiment ça qu'elle veut. Boucle d'oreilles. Qu'est-ce que tu veux comme boucle d'oreille? Animaux. Des animaux. Papillons. Fleurs. Animaux. Animaux, souvent quand elle choisit quelque chose deux fois, je lui donne. Cheveux. Qu'est-ce qu'on fait avec tes cheveux, ma chouette? Je veux des tresses. Ah, t'as aimé ça avoir des tresses hier? OK, parfait. Good! T'es contente de tes choix? Bon, fait que t-shirt, short, rose, boucle d'oreille, d'animaux, puis deux tresses. C'est ça, ma chouette? Ouais, OK. Tu veux-tu dire aux gens comment tu te sens? Comment tu te sens, ma chouette? Non? T'as-tu autre chose que tu veux dire aux gens? Attends, regarde, si je te retourne dans ta programmation principale. Je veux choisir mes vêtements. Mais t'es as déjà choisi, ma chouette? Chandail à manches longues. T'as changé d'idée pour la couleur? Vert. On veut du vert. Et puis là, elle me regardait. OK. Hey, t'es bonne, t'as été choisie toi-même que tu changeais d'idée. Bonjour, Samy. Coco, je veux les jaunes. Cocotte veut le jaune, mais non, Cocotte veut le vert. Cocotte a choisi le vert. Non. Il va et tout. Est-ce que tu parles aux gens pour leur On fait dire... quoi? On fait quoi? Je Ben, fais ça. oh, On fait quoi? on va aller t'habiller, ma chouette. Comment ça va? Ça va bien, toi? Comment ça va? Bonne journée. Ah, bonne journée, toi Je aussi. ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas ce que je veux que tu dises? Je veux juste que tu jases aux gens, ma chouette. Veux-tu jouer? Oh! Je suis mal installée. Je ne veux pas. Tu ne veux pas jouer? Je sais que tu es mal installé. On va te sortir de ta chaise, ma chouette.
Je t'aime. Oh, moi aussi. J'aime ça. Je t'aime. Est-ce que tu dis bye-bye aux gens? Ça va bien. Ah, Ça va bien. good. Je t'aime. Oh, je t'aime aussi. Regarde, Émilie, ce qu'on dit. Bye. On dit-tu Comment bye? ça va? Veux-tu jouer? Bye. Ouais! T'es une championne! Est-ce que tu fais bye-bye avec la main? Vas-y, ma chouette, vas-y! Oh, c'est difficile, hein? Vas-y, cocotte! Bye-bye! C'est difficile de lutter contre... Hein? Ouais, lutter contre les mains, c'est difficile. C'est plus facile quand même à tête. On fait bye-bye? Oui, bye-bye tout le monde! Merci pour ce beau partage. C'est vraiment, je trouve, un moment qui illustre la réalité, le quotidien, là, le délai que ça prend aussi, les interactions qui arrivent de tout ça, puis comment aussi réagir à ce qu'elle dit, même si elle l'a dit par choix, par non-choix, parce que son regard a accroché tel quel, ben, on va rebondir, on va réagir à ce qu'elle a dit. Donc, c'est un Ouais, beau puis moment. Hein. je voulais rajouter aussi que ça y a permis, tu sais, elle a vu qu'elle avait une voix, puis ça y a permis de travailler son non-verbal aussi. Fait que maintenant, avec son non-verbal, elle a développé des façons de me valider son choix. Oui, c'est vraiment ça que je voulais, je te fais un petit sourire. Ou ben, fait que tu sais, elle a vraiment travaillé aussi son non-verbal, fait que c'est plus facile sans tablette aussi maintenant. Là. Elle a compris l'impact aussi qu'elle pouvait avoir, puis que ça avait sur son environnement. Là. Donc, c'est ça qui est gagnant aussi, effectivement. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce partage. On en arrive à la fin. Oui, oui, ben en fait, on voulait juste vous reparler un petit peu des messages qu'on veut retenir là, suite à notre présentation. Ben, que c'est un long processus, c'est pas linéaire, puis que chaque enfant est différent, on va évoluer à son rythme, ça peut changer aussi au terme de l'outil qui va être utilisé, mais donc c'est un processus qui est long, puis qui peut changer, puis qui n'est pas linéaire pour tout le monde. De deux, ben, de parler avec votre enfant à l'oral, mais aussi avec ses outils de communication. Donc, on l'a vu, modélisation, plus, c'est vraiment le cœur là, de ce qu'on veut vous dire. De travailler en équipe avec la famille qui vous entoure, les thérapeutes, les professionnels, les enseignants, les médecins. Gênez-vous pas pour poser vos questions, pour dire c'est quoi vos besoins, pour nommer que l'appareil c'est important ou que la communication c'est central, puis croire en les capacités de votre enfant. On présume de leurs compétences. Puis voilà. Donc, c'est vraiment ça aussi le point là, le plus important qu'on veut vous retenir, là, c'est de croire en votre enfant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, je sais qu'on a dépassé le temps un petit peu, mais est-ce qu'il y aurait des questions, des remarques, peu importe, là, hein, avez-vous envie de partager quelque chose par rapport à tout ça ou des questions? On est là. Oui, peut-être, je sais pas s'il y a des gens qui ont écrit, sinon je pourrais en partir une. Peut-être des fois, ça peut être long à écrire. Euh, Nous, on est dans le coin de Québec, puis Sacoé, c'est pas connu du tout. Puis tous les programmes là, que vous disiez, le 30-810, là, j'ai souvent nommé ça dans les écoles. Ben, peut-être pas, j'avais peut-être pas le nom, mais de dire qu'il y avait des programmes à Montréal, puis ils connaissent pas ça du tout. J'avais réussi à convaincre l'école dans le temps qui, eux, ont fait affaire avec un organisme pour acheter un ordinateur dans la classe, mais puis là, ben, on a changé d'école, fait qu'il l'a plus. Fait que comment on fait pour qu'eux autres ils apprennent à connaître ça dans les autres régions que Montréal? Alors, je dirais que Sacoé, il y a quand même un équivalent à Québec qui est l'IRDPQ. Donc, Ouais. ils peuvent faire appel à nous. Nous, notre spécificité, je dirais, c'est qu'on est juste en pédiatrie. On est 0, 21, 18 ans, en fait. Donc, on a développé vraiment une expertise en pédiatrie. La différence des autres régions, c'est que souvent, c'est 0, 100 ans. Donc, leur expertise est plus large, mais donc des fois moins spécifique en pédiatrie. Donc, on va pouvoir les supporter s'ils ont des questions justement plus en lien avec la pédiatrie, mais ils ont aussi une expertise quand même en suppléance à la communication. Là, ils ont des programmes en suppléance à la communication.
Donc, c'est peut-être pour ça Parce qu'on que est pas... nous, il y a des orthophonistes, mais il y a pas, tu sais, ils savent pas comment avoir accès aux équipements comme ça, là, surtout oculaires, là. Parce qu'ils Parce que font ça avec s'inscrit quand l'IRDPQ, même. là, les écoles. Mhm. Ça s'inscrit dans la même subvention. Si l'école a, par exemple, des outils, comme Mélanie disait tout à l'heure, des ordinateurs pour un enfant dyslexique, c'est les mêmes enveloppes d'argent qui sont distribuées là, à ceux qui font la demande. Donc, il faudrait peut-être questionner les orthophonistes En de fait, l'école. on est accessible, bon, on offre des suivis, puis je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est ça, qui peuvent être de 0 à 18 ans, mais on peut faire aussi des consultations. Donc, si l'orthophoniste, elle a des questions, elle ne sait pas trop, elle peut juste demander une consultation, puis nous, on va répondre à ces questions-là. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Euh, c'est ça. Donc, c'est une possibilité. La mesure 3810, c'est vraiment une mesure scolaire à travers le Québec, puis je serais surprise qu'il y ait des écoles qui la connaissent pas parce qu'effectivement, c'est la même mesure pour les ordinateurs pour des enfants qui ont une dyslexie, dysorthographie, là. Donc, c'est quand même une mesure qui est très connue. Elle est moins connue des fois, ben oui, moins connue pour les appareils de communication, mais c'est la même en fait pour les outils de communication. Donc, encore là, s'il y a une orthophonie scolaire, tu sais, on peut répondre à des questions à ce niveau-là, là. Ben, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Ah oui. Je pense que vous avez très bien répondu aussi. Il y avait une question, là, je pense. Le Oui, PASSEC, c'est exactement ça, c'est le nom que je cherchais. Le PASSEC, c'est le programme de l'IRDPQ. Donc, je me souviendrai plus de l'acronyme exact, mais c'est l'équivalent de SACOE à Québec. Le PMATCOM, c'est vraiment le programme ministériel qui finance et qui attribue les appareils de 0 à peu près à 5 ans et 18 ans et plus. Donc, là encore, le PASSEC connaît très bien le PMATCOM, là. On a des rencontres, on a quand même vraiment une communauté aussi en suppléance à la communication. Donc, on se parle entre intervenants du Québec aussi et le PMATCOM est toujours dans ces rencontres-là aussi. Donc, c'est vraiment un organisme qui est connu des programmes spécialisés et surspécialisés des régions. oui, Alexis. Oui, moi, ma question c'était, pour l'instant, chez l'RDPQ, on nous conseille vraiment de passer par ce qu'on appelle la communication globale. Donc, picto, bouton, justement, là, il nous expliquait là, pour prouver que Sophia, notre fille aussi, a des intentions de communiquer, comme Émilie, pour pouvoir prouver qu'on aurait besoin de la tablette. Donc là, ben, ma question, c'est est-ce que je suis quand même mieux de pousser plus pour avoir une tablette plus tôt ou on continue à travailler le bouton, l'actionnement de 2 boutons et les pictos? Ah ben, des images concrètes, là, j'ai picto, là, mais c'est actuellement plus des images de son quotidien là, qu'on lui montre. Puis faire des choix avec ces images-là. C'est comme ça qu'actuellement, Mais les deux sont. On aurait le goût de dire probablement de continuer les deux. Là. C'est tout à fait valide de continuer ce travail-là qui est important. Puis peut-être parallèlement d'essayer d'aller voir, on en a parlé tantôt des jeux d'action-réaction, qui sont un bon début pour l'accès. Donc, on continue de montrer l'intentionnalité avec des demandes liées à des besoins ou des intérêts, mais aussi peut-être parallèlement d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des outils. Je ne sais pas si Mélanie ou Laurence voulaient Oui, rajouter ben, quelque je chose. pense que c'est vraiment ça. Le regard et le contrôle oculaire, c'est vrai que c'est ce qui est quand même le plus utilisé avec les enfants avec un syndrome de Rett. C'est pas le vrai chez tous les enfants, toutefois. Donc là, je me prononcerai pas sur votre fille. On a quand même quelques enfants aussi où les mains sont encore plus efficaces, puis certaines vont préférer aussi y aller avec ça. Donc, suivant l'âge de l'enfant, j'exclurais pas nécessairement un moyen ou un autre. Par contre, effectivement, le regard est quand même ce qui est souvent le plus préservé, mais c'est juste en faisant des choix avec des objets, des choix avec un cadre oculaire, on travaille déjà beaucoup, beaucoup, tout ce qui va pouvoir servir ensuite à la mise en place d'un contrôle oculaire plus
plus high-tech, je dirais. Donc, ça vaut la peine de persévérer là-dedans, mais ça vaut la peine quand même peut-être aussi de continuer à aller vers plus de la technologie. Parce que c'est pas le choix quand même de nommer aussi, c'est sûr que plus on commence jeune et plus, de façon générale, la suppléance à la communication, là, plus on commence jeune et plus les résultats vont apparaître, pas forcément rapidement, mais vont mieux se mettre en place. Puis c'est vrai pour l'enfant, c'est vrai pour vous, parents aussi, je dirais. C'est plus facile de changer nos habitudes quand notre enfant il est jeune que quand notre enfant est rendu à 15 ans, puis que ça fait 15 ans qu'on a un fonctionnement avec, puis que là, il faut tout changer. Donc c'est sûr que en commençant plus jeune, on évolue plus facilement aussi. C'est ça. C'est ça. Super. J'allais dire, ça a un peu commencé parce que c'est relativement nouveau pour nous. Hein. Elle a juste 3 ans. Ça fait 1 an qu'on sait que le syndrome de Rett. Puis c'est suite à avoir lu le document, en fait, de la communication de ça, là, Rett Syndrome Ontario, qui ne jure que par les oculaires ou presque. Là. Fait vraiment l'initier rapidement. On se rend compte que notre côté au Québec, malheureusement, il semble avoir. Soit c'est peu connu ou c'est plus difficile d'accès. Les... sans faire de publicité non plus, mais les compagnies aussi qui produisent les contrôles oculaires peuvent faire des prêts. Donc, ça peut être aussi une alternative là, de se tourner vers les compagnies. Là. Ils vont faire des prêts d'équipement là, si c'est quelque chose que vous souhaitez essayer avec vos enfants aussi. C'est une des alternatives, une des possibilités. Là. Des fois, ça permet aussi de démontrer la capacité justement de son enfant. Ce n'est pas des prêts à long terme, là. Ça va être sur une période d'1 mois, mais ça permet quand même de tester certaines choses. Par contre, c'est sûr que d'être accompagné pendant cette période-là, ça va être quand même quelque chose d'essentiel. Vous pouvez le faire par vous-même aussi, mais c'est sûr que le processus va peut-être être plus complexe sans être accompagné par un professionnel. Là. Ça va peut-être rendre le prêt, donc ce mois-là, qui est quand même une période assez courte, plus efficace, plus profitable si vous pouvez être accompagné pour le faire, que si vous le faites tout seul, où là, vous allez recevoir une boîte avec plein de choses à l'intérieur, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, d'être accompagné par des professionnels peut vous soutenir là-dedans. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ça avait de l'air faux. Peut-être, je ne sais pas si Alexis vous posez des questions, des fois ça coupait. Ah, c'est bon. Génial, ben merci beaucoup, mesdames. C'était très intéressant. Vraiment. Puis, je pense que avec votre présentation aussi que vous allez nous partager, on va pouvoir prendre le temps aussi de lire, de relire les fiches. Tu sais, c'est des bonnes informations que vous nous donnez. Fait que allez après ça approfondir ça aussi avec les différents spécialistes qu'on a dans les différentes régions. Je pense que ça va nous aider. Des fois, on n'a pas tous les termes, fait que ou les noms. Fait que ça va être excellent. Merci beaucoup. Aussi, je veux, comme vous voyez, là, la prochaine conférence, elle n'a pas encore été déterminée. Donc, si vous avez des sujets que vous aimeriez entendre parler, ben, n'hésitez pas à nous communiquer. Ça va nous faire plaisir sur notre page Facebook. Et également, ben, comme on vous disait, on va vous tenir informés lorsque ça va venir. Nous, on communique avec différents spécialistes. Donc, vous pouvez toujours nous surveiller sur la page Facebook ou sinon sur notre site web qui est le www.retqc.org. Donc, je vous invite aussi à partager. N'hésitez pas aussi à écouter en réécoute notre conférence. Puis, ben, tout pour terminer, ben, un grand merci à vous trois, mesdames, pour le temps que vous avez pris pour nous ce soir, Madame Rockwell, Madame Sigouin, puis Madame Arlot. On a beaucoup apprécié. Je pense que c'est très utile. On le sait, on veut communiquer avec nos petites filles ou nos grandes filles maintenant aussi. Hein. Il y en a des plus vieilles, bien évidemment. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, d'apprendre à les connaître, hein, on aime beaucoup ça. Fait que c'est des beaux trucs que vous nous avez partagés. Merci aussi, comme je vous disais tantôt en début, à notre partenaire qui est Acadia, qui nous aide aussi à organiser ce type de rencontre-là. Fait que merci pour votre soutien. Puis merci à vous aussi, les parents, de participer. Puis je sais que des fois, là, l'heure n'est pas toujours parfaite, mais en réécoute, vous le prenez quand c'est disponible pour vous, quand vous avez le temps, ça vaut la peine. Puis venez nous échanger aussi sur nos pages pour voir si vous appréciez ça.
Et voilà, fait que merci de prendre soin aussi, mesdames, de nos filles, hein, d'apprendre de leur montrer la voie pour nous parler, puis à vos patients également. Je sais que vous avez toutes sortes de gens là, avec qui vous travaillez très fort, fait que c'est très apprécié. Je suis certain de d'autres parents également. Ben, merci de Sur nous ça, avoir on vous souhaite invités. une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée Merci. également. Merci. Au revoir.